Isabella monta dans un train de minuit, vêtue de sa robe de mariée, fuyant un mariage qu'elle n'avait jamais désiré. L'inconnu assis à ses côtés la protégea lorsque la sécurité vint la chercher, sans poser de questions. Elle crut qu'il témoignait simplement de gentillesse. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était un capoclan de la mafia et qu'il n'avait aucune intention de la laisser partir. La dentelle blanche de sa robe égratignait les genoux d'Isabella tandis qu'elle fuyait. Elle avait déchiré son voile une heure plus tôt, le jetant dans une poubelle des toilettes du lieu de réception. Mais la robe, ciel, cette robe était encore là, dissimulée sous son long manteau noir, transformant chaque pas en un fardeau comparable à des chaînes. La gare était presque déserte à minuit. Seul un homme sans abri dormait sur un banc et un concierge frottait le quai à l'autre extrémité. Les talons d'Isabella claquaient au trop fort sur le béton. Elle tressaillait à chaque bruit. « Ils vont me trouver. Ils me trouvent toujours. » Son téléphone vibra dans sa poche. Elle ne regarda pas. Elle savait que ce serait Marcus, son fiancé, ou pire, son père. Richard Ashford, l'homme qui avait orchestré ce cauchemar d'engagement. L'homme qui avait clairement signifié qu'un refus n'était pas une option quand on devait 12 millions de dollars, 12 000 $, à sa famille. Le père d'Isabella avait tout dilapidé avant de mourir l'année précédente. La dette lui était tombée dessus tel un héritage inversé, et les Ashford s'étaient volontiers offerts de tout pardonner, moyennant un prix. Un mariage avec Marcus, une fusion de famille, une transaction emballée de fleurs et de champagne. Elle avait failli s'y plier, failli remonter cette allée. Mais lorsque Marcus lui avait saisi le poignet pendant le dîner de répétition, en lui chuchotant « Tu feras ce qu'on te dira de faire, maintenant ». Quelque chose en elle s'était brisé, alors elle avait fui. Le tableau des départs clignotait au-dessus d'elle. Train 47 pour Chicago, départ à 0008, voie 3. Chicago, assez loin, assez grand pour disparaître. Isabella fouilla son sac à main, en sortant le reste de son argent. Elle avait retiré toutes ses économies plus tôt ce jour-là, sachant que les Ashford bloqueraient un de ses comptes dès qu'il réaliserait sa fuite. 347 $. 347 $. C'est tout ce qu'il lui restait au monde. Elle acheta le billet à une machine automatique et se hâta vers la voie 3. C'est là qu'elle les aperçut, deux hommes en costume sombre, debout près de l'entrée. La sécurité des Ashford. Elle reconnut le plus grand, Greg, le garde du corps personnel de Marcus. Il scannait la gare, parlant dans une radio accrochée à son col. Le cœur d'Isabella s'arrêta. Elle tourna brusquement, se dissimulant derrière un pilier en béton. Non, 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 pas maintenant, pas alors que je suis si près. Le train était déjà sur le quai, les portes ouvertes, le moteur en marche, à Lyon 51 pieds, 15 mètres 240 centimètres. De distance, elle devait juste y monter sans être vue. Elle attendit que Greg regarde dans l'autre direction, puis s'élança. Son manteau claquait derrière elle. Sa robe s'emmêlait autour de ses jambes. Elle faillit trébucher, mais se rattrapa à une rampe. « Hé, arrêtez !» La voix de Greg résonna dans la gare. Isabella ne se retourna pas. Elle courut droit vers le wagon le plus proche, se jetant presque à travers les portes, juste au moment où elles commençaient à se refermer. Le train s'ébranla. Elle trébucha dans l'allée, à bout de souffle, et s'effondra sur le premier siège vide qu'elle aperçut. Ses mains tremblaient, tout son corps tremblait. Par la fenêtre, elle pouvait voir Greg courir le long du quai, criant dans sa radio, mais le train prenait de la vitesse. En quelques secondes, la gare disparut dans l'obscurité derrière eux. Isabella pressa son front contre la vitre froide et tenta de ne pas pleurer. « Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. »« Ça va ?» La voix vint de son côté, basse, calme et distinctement masculine. Isabella redressa brusquement la tête, réalisant pour la première fois qu'elle n'était pas seule dans le rang. Un homme était assis sur le siège à côté d'elle, la regardant avec des yeux sombres et indéchiffrables. Il avait peut-être une trentaine d'années, portait un costume noir d'apparence coûteuse, sans cravate. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, et il y avait quelque chose de déconcertant dans sa façon de rester immobile, tel un prédateur décidant de bondir ou d'attendre. « Je vais bien, » dit Isabella rapidement, essuyant ses yeux. « Désolé, je ne voulais pas... » « Vous fuyez quelque chose. » Ce n'était pas une question. Isabella se raidit. « Je ne sais pas ce que vous... » Les hommes à la gare, ils vous poursuivaient. Sa gorge se serra. Elle regarda autour du wagon. Il était presque vide. Juste quelques passagers éparpillés sur des sièges éloignés, la plupart endormis, personne ne faisant attention. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-elle. L'homme l'étudia un instant de plus, puis se pencha en arrière dans son siège. « Moi non plus. » Quelque chose dans son ton la fit croire.
Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui lui faisait sentir qu'il pouvait causer beaucoup d'ennuis s'il le voulait. Ils restèrent silencieux tandis que le train fendait la nuit. Isabella gardait son manteau bien serré, essayant de dissimuler la robe ridicule en dessous. Elle se sentait exposée, vulnérable. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, elle le sortit et vit 17, 17. Appel manqué. 12, 12 de Marcus, 5, 5 de Richard Ashford et un message texte de Marcus. Tu ne peux pas te cacher de nous, Isabella. Nous sommes tes propriétaires. Elle éteignit complètement le téléphone et le fourra dans son sac. Mauvaise nuit demanda l'homme à côté d'elle, sa voix teintée d'une légère amusement sombre. On pourrait dire ça. Robe de mariée sous le manteau. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Comment avez-vous la dentelle de votre col, et vous l'ajustez constamment comme si elle ne vous allait pas bien. Il hocha la tête vers ses mains. De plus, vous portez toujours votre bague de fiançailles. Isabella baissa les yeux. Il avait raison. L'énorme diamant que Marcus lui avait donné brillait toujours à son doigt, captant les lumières tamisées du train. Elle l'ôta immédiatement et le glissa dans la poche de son manteau. « Une mariée en fuite, » dit l'homme doucement. « Cela demande du courage ou de la stupidité. Parfois, c'est la même chose. » Avant qu'Isabella ne puisse répondre, le train commença à ralentir. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi nous arrêtons-nous? La prochaine gare n'est pas avant 40 minutes. » L'expression de l'homme s'assombrit. Il se redressa, regardant vers l'avant du wagon. C'est à ce moment-là qu'Isabella les aperçut, 2 gardes de sécurité des Ashford franchissant la porte communicante du wagon suivant. Ils devaient être montés au dernier instant. Son sang se glaça. « Ils vérifient chaque wagon, » souffla-t-elle. « Ils vont me trouver. » Les gardes avançaient lentement dans l'allée, examinant chaque passager. L'un d'eux tenait une photo, probablement la sienne. L'esprit d'Isabella s'emballa. Elle pourrait essayer de se cacher dans les toilettes, mais il vérifierait dès là-bas. Elle pourrait courir vers un autre wagon, mais où irait-elle? Elle était piégée. Puis elle le sentit, un bras chaud et fort qui l'enlaçait, la tirant contre une poitrine solide. « Qu'est-ce que vous faites? »« Chut !» murmura l'homme contre ses cheveux. « Penchez-vous sur moi. Ayez l'air naturel. » Le cœur d'Isabella battait la chamade, mais elle fit ce qu'il disait. Elle enfouit son visage contre son épaule, laissant ses cheveux tomber vers l'avant pour masquer ses traits. Son autre main vint se poser négligemment sur son bras, comme s'ils étaient assis ensemble depuis le début, comme si elle était à sa place. Les gardes s'approchèrent. Isabella retint son souffle. Elle pouvait sentir les battements réguliers du cœur de l'homme sous sa chemise, lent, calme, imperturbable. Il sentait comme un parfum cher et quelque chose de plus sombre, du whisky peut-être, ou du danger. Le garde s'arrêta à leur rangée. « Excusez-moi, monsieur. » Le bras de l'homme se serra légèrement autour d'Isabella. Quand il parla, sa voix était différente, plus froide, empreinte d'une autorité qui fit frissonner sa peau. « Y a-t-il un problème ?» Un des gardes leva la photo. « Nous cherchons quelqu'un. Avez-vous vu ?» Il s'arrêta en pleine phrase. Isabella osa lever les yeux. Le garde regardait l'homme qui la tenait, et l'expression sur son visage avait complètement changé. La couleur s'était retirée de ses joues. « Monsieur Douka, » balbutia le garde, « nous ne savions pas que vous étiez... » « Vous troublez ma soirée, » dit l'homme calmement. « Je vous suggère de vous en aller. »« Oui, monsieur, bien sûr. Désolé de vous déranger. » Les gardes se retirèrent rapidement, trébuchant presque en retournant vers l'autre wagon. Isabella attendit qu'ils soient partis avant de s'éloigner légèrement. « Qui êtes-vous » L'homme, Monsieur Douka, la relâcha et se rassit à sa place avec ce même calme déconcertant. « Quelqu'un dont vous feriez probablement mieux de rester éloigné, » dit-il. Puis, il ferma les yeux comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. « Mais ce soir, je suis la raison pour laquelle vous êtes encore libre. » Isabella le regarda fixement, son esprit tourbillonnant de questions. Mais tout ce qu'elle réussit à murmurer fut « Merci ». Il n'ouvrit pas les yeux. « Ne me remerciez pas encore. » Isabella se réveilla sous la lumière du soleil, qui filtrait par la fenêtre du train. Un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis, tout lui revint en mémoire. Le mariage, la fuite, les gardes. Elle se redressa rapidement, la nuque raide après avoir dormi dans une position inconfortable contre la fenêtre. Le siège à côté d'elle était vide. Monsieur Douka était parti. Isabella regarda autour du wagon. La plupart des autres passagers rassemblaient leurs affaires, se préparant à descendre. Par la fenêtre, elle pouvait voir la ligne d'horizon de Chicago s'élever au loin, les bâtiments captant la lumière du petit matin. Elle l'avait fait. Elle était réellement là. Son soulagement dura exactement 3 secondes avant que la réalité ne la rattrape. Elle n'avait aucun plan, aucun endroit où loger.
$300, $300. Moins le billet de train signifiait qu'il lui restait peut-être 250 à son nom. Elle ne pouvait pas utiliser de carte de crédit. Les Ashford les suivraient immédiatement. Un problème à la fois, se dit-elle. D'abord, descendre de ce train, puis trouver le reste. Le train arriva à Union Station à 6h47 du matin. Isabella attendit que la plupart des passagers soient sortis avant de se lever. Ses jambes étaient peu tremblantes, et la robe de mariée était un désordre froissé sous son manteau. Elle ressemblait probablement exactement à ce qu'elle était. Une femme qui avait dormi dans ses vêtements après avoir fui son propre mariage. Elle sortit sur le quai et fut immédiatement engloutie par la foule du matin. Des hommes et des femmes d'affaires en costume la dépassaient à la hâte, des tasses de café à la main. Des touristes avec des valises à roulettes bloquaient le passage, vérifiant leur téléphone pour des indications. Isabella serra son manteau plus fort et garda la tête baissée. Elle devait se fondre dans la masse, disparaître dans l'immensité de la ville. Au beau milieu du hall principal, une sensation étrange la saisit. Ce picotement familier dans la nuque, l'impression d'être observé. Un coup d'œil furtif par-dessus son épaule ne révéla que des inconnus pressés, des voyageurs indifférents. « Paranoïa », se dit-elle. « Tu n'es que paranoïaque. » Pourtant, elle accéléra le pas. Elle débusqua des toilettes près de la sortie de la gare et s'y enferma dans un box. Ses mains tremblaient en retirant son manteau. Puis, enfin, le grand combat commença avec la robe de mariée. La fermeture éclair était bloquée à mi-parcours de son dos. Elle tira, se tordit, au bord des larmes de frustration, jusqu'à ce que le mécanisme cède. La robe fut aussitôt froissée, ensevelie sous les serviettes en papier dans la poubelle. En dessous, elle portait toujours la simple nuisette blanche enfilée sous la robe. Cela devrait suffire, se dit-elle, en attendant de trouver de vrais vêtements. Isabella remit son manteau, le boutonnant jusqu'au cou. Pas parfait, mais c'était une amélioration. Au moins, elle n'avait plus l'air d'une mariée en fuite. En sortant des toilettes, le terminal lui parut soudainement plus vaste, plus exposé. Elle devait agir, et vite. Elle repéra une station de taxi à l'extérieur et grimpa dans le premier véhicule disponible. « Où allez-vous » demanda le chauffeur, la dévisageant dans le rétroviseur. « Où ça ?» ?»« Bonne question. »« Un hôtel économique, » répondit Isabella. « Quelque chose qui accepte les paiements en espèces. » Le chauffeur leva un sourcil, mais ne posa aucune question. « Je connais un endroit. » Depuis la banquette arrière d'un SUV noir stationné en face de la gare, Lorenzo Duca observait le taxi d'Isabella s'éloigner dans la circulation. « Doit-on la suivre, patron ?» demanda Vincent, un homme trapu qui travaillait pour l'organisation de Lorenzo depuis 15 ans. « Inutile, » répondit Lorenzo, ne quittant pas le taxi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Elle refera surface. Chicago est ma ville. Elle ne pourra pas se cacher longtemps ici. Il avait délibérément quitté son siège dans le train avant le réveil d'Isabella. C'était mieux ainsi, plus propre. La nuit dernière avait été un coup de tête. D'habitude, il ne s'immisçait pas dans les problèmes des autres, surtout pas dans ceux de femmes inconnues fuyant de mauvais mariages. Mais il y avait quelque chose chez elle, la peur dans ses yeux mêlée à une détermination tenace. La façon dont elle avait couru vers ce train, comme si sa vie en dépendait. Lancez des recherches sur son visage dans nos bases de données, ordonna Lorenzo. Je veux savoir qui elle est et pourquoi ces agents de sécurité étaient si désespérés de la retrouver. C'est déjà fait, dit une voix depuis le siège passager avant. Marco, le spécialiste technique de Lorenzo, tapait frénétiquement sur une tablette. La reconnaissance faciale devrait nous donner quelque chose dans quelques minutes. Lorenzo se cala contre son dossier, observant la ville s'éveiller. Il était venu à Chicago pour affaires. Une négociation délicate avec la famille Castellano concernant les routes maritimes via le port de Chicago. Cela aurait dû être un simple déplacement d'une nuit. Mais elle s'était retrouvée dans son train, traînant le chaos derrière elle comme un voile de mariée. « Je l'ai !» annonça Marco en tournant la tablette. Isabella Marlowe, 26 ans, fille du défunt homme d'affaires Robert Marlowe. Elle devait épouser Marcus Ashford la nuit dernière à... Il marqua une pause. « Ah, c'est intéressant. »« Quoi ?» demanda Lorenzo, son attention redoublant. « Les Ashford, la famille de Richard Ashford. » Lorenzo se figea. « Répète. » Isabella Marlowe était fiancée à Marcus Ashford, fils de Richard Ashford, PDG d'Ashford Industries. Le mariage devait avoir lieu hier soir, ou dernière nuit à New York, dans leur résidence. Marco fit défiler d'autres informations. D'après les publications sur les réseaux sociaux des invités, la mariée n'est jamais apparue à la cérémonie.
Cela a fait un sacré scandale. La famille a essayé de garder le silence, mais la rumeur se répand dans leur cercle. L'esprit de Lorenzo était déjà en pleine effervescence, explorant des possibilités, des stratégies, des implications. Richard Ashford. Il connaissait ce nom très bien, trop bien. La famille Ashford contrôlait la moitié de l'immobilier commercial du nord-est des États-Unis. Plus important encore, il détenait les contrats de transport maritime dont l'organisation de Lorenzo avait besoin pour ses activités légitimes. Au cours des deux dernières années, Richard Ashford avait étranglé les chaînes d'approvisionnement de Lorenzo, faisant grimper les coûts, rendant la vie difficile. C'était une guerre économique, subtile et légale. Le genre de combat où l'on ne pouvait pas simplement envoyer des hommes armés. Il fallait être plus intelligent. Et maintenant, la future belle-fille de Richard Ashford, la jeune femme censée sceller une sorte de fusion familiale, s'était littéralement enfuie de l'hôtel pour atterrir à côté de Lorenzo Duca dans un train de nuit, ou de la dernière nuit. « Patron » demanda Vincent, observant l'expression de Lorenzo. « Que voulez-vous faire » Lorenzo resta silencieux un long moment, songeant que la meilleure option aurait été de s'effacer, la laisser filer, laisser les Ashford se déchirer en la cherchant. Ce n'était pas son problème, mais Lorenzo n'avait pas bâti un empire en fuyant les opportunités. « Mettez-la sous surveillance », dit-il finalement, de manière discrète. « Je veux savoir où elle va, qui elle rencontre. Mais personne ne la touche, personne ne l'approche. Observez, c'est tout. »« Vous croyez que les Ashford vont la chercher ?» demanda Marco. « Oh, ils vont la chercher, » répondit Lorenzo. « Isabella Marlowe vient de devenir la personne disparue la plus précieuse de la ville. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir la retrouver. » Il pensa aux autres familles, aux factions rivales qui adoreraient exploiter l'embarras de la famille Ashford. Il y avait au moins trois organisations rien qu'à Chicago qui enlèveraient Isabella, juste pour obtenir un levier sur Richard Ashford. La jeune femme avait fui une cage pour se retrouver dans une ville pleine de prédateurs. « Monsieur, » dit Vincent avec précaution, « si vous envisagez de l'utiliser contre les Ashford, je n'envisage rien pour l'instant, » l'interrompit Lorenzo. « Je veux juste m'assurer qu'elle reste en vie assez longtemps pour que je puisse décider quoi faire d'elle. » Ce n'était pas entièrement un mensonge, mais pas non plus toute la vérité. Lorenzo sortit son téléphone et passa un appel. On répondit dès la première, moindre sonnerie. « J'ai besoin de renseignements sur quelqu'un, » dit-il. « Isabella Marlowe. Trouvez où elle loge, ce qu'elle fait, et assurez-vous que personne d'autre ne la trouve avant moi. » Il raccrocha et regarda de nouveau vers l'entrée de la gare où il l'avait vue pour la dernière fois. « Ne me remerciez pas encore, » lui avait-il dit dans le train. Il avait le sentiment que ces mots allaient devenir très pertinents. L'auberge s'appelait le Roosevelt, bien qu'il soit fort probable que personne du nom de Roosevelt n'eût jamais franchi ses portes. La peinture s'écaillait, la moquette était tachée, et Isabella était quasiment certaine que quelque chose vivait dans les murs, à en juger par les grattements nocturnes. Mais c'était bon marché. 40 $. La nuit, en espèces, 100 pièces d'identité requises. « Combien de temps comptez-vous rester ?» avait demandé le réceptionniste lors de son enregistrement il y a trois jours. C'était un homme âgé aux dents jaunies et à l'air las. « Je ne suis pas encore sûr, » avait répondu Isabella, glissant 200 $ sur le comptoir. « Une semaine, peut-être ?» Le réceptionniste avait haussé les épaules et lui avait remis la clé de la chambre 207. Aucune question posée. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Isabella survivait avec des sandwichs de station-service et évitait les miroirs. Chaque fois qu'elle croisait son reflet, elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage pâle. Les vêtements de créateur et le maquillage impeccable de son ancienne vie semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Le quatrième jour de son séjour à Chicago, elle se mit en quête d'un emploi. Elle ne pouvait pas rester cloîtrée dans cette chambre éternellement. Son argent s'épuisait, et l'inaction l'incitait à trop réfléchir. Réfléchir à Marcus, aux Ashford, à la vie qu'elle avait anéantie en s'enfuyant. Elle trouva un petit café appelé Rosie's, au coin d'une rue tranquille de Pilsen. L'affiche « Aide recherchée » dans la vitrine semblait y être restée des mois, le papier jauni et les bords recourbés. À l'intérieur, l'endroit était chaleureux, des chaises dépareillées, des œuvres d'art locales aux murs, une odeur de café frais et de roulé à la cannelle. Quelques clients étaient dispersés aux tables, tapant sur des ordinateurs portables ou lisant des livres. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux bienveillants. « Vous êtes là pour le poste »
demanda-t-elle, avant même qu'Isabella n'ait pu dire quoi que ce soit. Oui, je n'ai pas de CV ni rien, mais je suis une travailleuse acharnée. Je peux commencer tout de suite. La femme l'observa un instant. Isabella se demanda ce qu'elle voyait. Le désespoir, sans doute, peut-être la peur. Vous savez faire le café? Demanda la femme. Je peux apprendre. Vous fuyez quelque chose? La gorge d'Isabella se serra. Pourquoi diriez-vous ça? Ma fille, je possède cet endroit depuis 20 ans. Je connais ce regard. La femme s'essuya les mains sur son tablier. Je n'ai pas besoin des détails, mais si vous comptez m'attirer des ennuis, je dois le savoir maintenant. Pas d'ennuis, dit Isabella rapidement. J'ai besoin d'un nouveau départ, s'il vous plaît. La femme resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. Je suis Rousy, votre nom? Isabella hésita. Elle ne pouvait pas utiliser son vrai nom. Les Ashford auraient être des gens à sa recherche. Emma, dit-elle. Emma Collins. Eh bien, Emma Collins, vous commencez demain à 6 heures du matin. 20 $ de l'heure, payé en espèces chaque fin de semaine. Vous arrivez à l'heure, travaillez dur, et nous nous entendons bien. Le soulagement inonda Isabella. Merci, merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Le rush du matin, c'est le chaos. Dans un bureau aux parois de verre, 30 étages au-dessus de Michigan Avenue, Richard Ashford se tenait à la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Toujours rien ?» demanda-t-il sans se retourner. Derrière lui, son chef de la sécurité se remua, mal à l'aise. « Nous l'avons retrouvée jusqu'à Chicago, monsieur. Elle a pris le train de minuit, 0060 de Penn Station, mais après son arrivée à Union Station hier matin, la piste disparaît. C'est inacceptable. Nous agissons discrètement, comme vous l'avez demandé, pas d'implication policière, pas d'annonce publique. Mais Chicago est une grande ville, et si elle utilise de l'argent liquide, peu m'importe la taille de la ville. » Richard se retourna, le visage froid. « Trouvez-la. Marcus est humilié. Nos investisseurs posent des questions. La fusion avec les actifs Marlowe dépend de ce mariage. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si la jeune femme ne veut pas... »« Je me fiche de ce qu'elle veut, » claqua Richard. Son père nous devait 12 millions de dollars. Elle a accepté les conditions. Elle remplira son obligation. Le chef de la sécurité confirma d'un hochement de tête sec. Nos équipes inspectent méthodiquement les hôtels, les auberges et les refuges. Nous surveillons également son téléphone, bien qu'il soit inactif depuis son départ. Nous avons discrètement lancé des appels à nos contacts en ville. Quelqu'un finira par la repérer. Richard répondit. Faites en sorte que ce soit le plus tôt possible, et quand vous la trouverez, ramenez-la discrètement, sans esclandre. Le dernier de nos soucis serait d'attirer davantage l'attention sur ce désastre. Après le départ du chef de la sécurité, Richard demeura devant la fenêtre. Isabella Marlowe avait toujours été une jeune femme discrète et obéissante. Il avait naïvement cru qu'elle accepterait son destin avec la sagesse d'une personne raisonnable. Ce mariage résoudrait tous les problèmes. Il effacerait les dettes de son père, offrirait une épouse respectable à Marcus et garantirait la pérennité des actifs professionnels restants de la famille Marlowe. S'être enfui était une imprudence, voire une folie, mais Richard était résolu à la retrouver. Il retrouvait toujours ce qui lui appartenait. À l'autre bout de la ville, Lorenzo était stationné dans sa voiture devant le café de Rosie. À travers les vitres teintées, il observait Isabella, qui se faisait désormais appeler Emma, nettoyant les tables et remplissant les tasses de café. Elle y travaillait depuis deux jours. Ses hommes l'avaient localisée quelques heures seulement après qu'elle ait obtenu ce poste. Elle sait bien se cacher, fit remarquer Marco depuis le siège passager. Faux nom, paiement uniquement en espèces, résidence dans une auberge qui ne conserve pas de registre. Peu de gens y penseraient. Elle est astucieuse, acquiesça Lorenzo. Désespérée, mais astucieuse. Il regarda Isabella rire d'un commentaire d'un client. Elle n'avait plus l'air de la femme terrifiée du train, mais semblait plus détendue, presque normale. Néanmoins, Lorenzo percevait comment ses yeux scrutinissent la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait, et la tension dans ses épaules lorsque quelqu'un la regardait trop longtemps. Elle était toujours en fuite, même immobile. Les Ashford la recherchent, poursuivit Marco. Ils agissent discrètement, mais nos informateurs confirment que Richard Ashford a personnellement chargé son équipe de sécurité de cette mission. Il vérifie chaque hôtel bon marché et chaque auberge de la ville. Combien de temps avant qu'il la trouve? Une semaine, peut-être deux, si elle est chanceuse. Ils sont méticuleux. Lorenzo tambourinait des doigts sur le volant, plongé dans ses réflexions. Son conseiller lui avait déjà exposé les avantages stratégiques de contrôler Isabella. Elle représentait un levier contre les Ashford. S'il le souhaitait,
Lorenzo pouvait l'utiliser pour négocier de meilleures conditions sur des contrats de transport maritime, des transactions immobilières, ainsi que sur toutes ces affaires que Richard Ashford avait bloquées. C'était une question de pure affaire, mais en l'observant à présent, servant du café avec ce sourire fragile, Lorenzo ressentait quelque chose de différent, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. Elle avait eu le courage de fuir, de choisir la liberté plutôt que la sécurité, même si cela signifiait tout perdre. Dans son univers, un tel courage était rare. « Patron, demanda Marco, quel est notre plan ?» Lorenzo resta silencieux un instant de plus. Puis, il sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, dit-il quand l'appel fut décroché. « J'ai besoin que tu organises quelque chose, l'auberge où séjourne Isabella Marlowe. » Il poursuivit. « Je veux qu'elle soit rachetée discrètement. Utilise une société écran, et il me faut une propriété disponible à Lincoln Park. Quelque chose de sûr, mais confortable. »« On la déplace ?» demanda Marco, après que Lorenzo ait raccroché. « Pas encore, » répondit Lorenzo. « Mais quand les Ashford se rapprocheront, et ils se rapprocheront, je veux avoir des options prêtes. »« Tu la protèges ?» constata Marco. « Je protège un atout, » rectifia Lorenzo. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas entièrement la vérité. Il observa Isabella porter un plateau de café à une table d'étudiants. Elle s'efforçait de bâtir une vie normale à partir de rien. Elle n'avait aucune idée du nombre de loups qui la guettaient, y compris lui. Le bureau de Lorenzo offrait une vue imprenable sur la rivière Chicago, un écrin d'acier, de verre et de puissance. Mais, à cet instant, il ne contemplait pas le paysage. Son regard était fixé sur le dossier posé sur son bureau. Isabella Marlowe, 26 ans, diplômée en histoire de l'art de NYU. Aucun casier judiciaire, aucune présence sur les réseaux sociaux au cours des trois derniers mois. Astucieuse. Son père avait dirigé une entreprise d'importation de taille moyenne, avant de tout dilapider par le jeu et de décéder d'une crise cardiaque. Les Ashford s'étaient manifestés immédiatement après, proposant d'annuler la dette en échange de la main d'Isabella. Une solution d'un autre temps à un problème contemporain. « Tu penses encore à la jeune femme ?» remarqua Lorenzo en levant les yeux pour découvrir son conciliaire, Anthony Rousseau, posté dans l'embrasure de la porte. Anthony avait servi le père de Lorenzo avant que ce dernier ne reprenne l'organisation. Il avait 60 ans, l'esprit vif comme une lame, et représentait ce qui se rapprochait le plus d'une conscience pour Lorenzo. « Je pense à l'opportunité, » corrigea Lorenzo. Anthony entra et s'assit en face du bureau. « Alors, laisse-moi te présenter clairement l'opportunité. Richard Ashford étouffe nos entreprises légitimes depuis deux ans. Il contrôle les biens immobiliers commerciaux dont nous avons besoin pour notre expansion. Il a bloqué trois de nos contrats de transport maritime. Il nous a coûté environ 4 000 000 de dollars en perte de revenus. J'en suis conscient, répondit Lorenzo. Alors tu es aussi conscient que sa fiancée en fuite sert actuellement du café à 6 miles d'ici, totalement sans protection. Anthony se pencha en avant. Elle est un levier, Lorenzo, purement et simplement. Tu possèdes quelque chose qu'Ashford désire désespérément. Utilise-le. Comment suggérerais-tu que je l'utilise? Fais-lui savoir que tu la détiens. Négocie. Échange son retour contre tout ce dont nous avons besoin. Les contrats de transport, les transactions immobilières, l'accès exclusif aux installations portuaires de Chicago. Il acceptera n'importe quoi pour éviter l'humiliation publique de la perdre 2 fois. C'était logique, stratégique, exactement le genre de mouvement que son père aurait fait. Mais Lorenzo gardait en mémoire l'image d'Isabella dans ce train, épuisée, terrifiée, mais toujours en fuite, toujours en lutte. « Et si elle ne veut pas revenir ?» demanda Lorenzo. Anthony haussa les épaules. « Depuis quand nous importe-t-il ce que les gens veulent? C'est une affaire. » « Ce n'est pas un chargement de marchandises, Anthony. Non, c'est mieux, c'est un levier contre l'un de nos plus grands ennemis. » Anthony observa Lorenzo avec un regard connaisseur. « Mais tu ne la vois pas comme ça, n'est-ce pas ?» Lorenzo ne répondit pas. « Patron, je vous connais depuis que vous aviez 15 ans. Je sais quand vous réfléchissez avec votre tête et quand vous utilisez autre chose. » La voix d'Anthony s'adoucit légèrement. « Cette jeune femme, elle est belle. Elle est en difficulté. Elle vous rappelle quelqu'un que vous voulez protéger. Mais la protéger n'aide pas notre organisation. L'utiliser, oui. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Alors décidez rapidement, car les Ashford la retrouveront bientôt. Et quand ils le feront, votre opportunité disparaîtra. » Après le départ d'Anthony, Lorenzo resta silencieux pendant un long moment. Il savait que son conciliaire avait raison. Les affaires sont les affaires.
Le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, pas dans sa position. Son organisation comptait 200 personnes qui dépendaient de lui pour leur subsistance. Certaines activités étaient illégitimes, d'autres moins. Il ne pouvait pas laisser des sentiments personnels compromettre cela. Mais il ne pouvait pas chasser l'image d'Isabella dans ce train, murmurant « Merci », comme si ces deux mots lui coûtaient tout. Il prit une décision. Le lendemain matin, à 7h15, Lorenzo franchit la porte du café de Rosie. L'endroit était bondé par la cohue matinale, comme l'avait prédit Anthony. Les clients formaient une longue file au comptoir, leurs tasses claquant avec des annonces de commandes. Rosie, agile derrière la machine à expresso, s'affairait avec expertise, tandis qu'Isabella, efficace et rapide, gérait la caisse, emballant les pâtisseries avec une vélocité impressionnante. Elle ne le remarqua pas au début. Lorenzo commanda un café noir et s'installa à une table près de la fenêtre. Il sortit son téléphone, feignant de consulter ses emails, mais en réalité, il l'observait. Elle était douée pour ce travail, amicale avec les clients sans être trop familière, rapide sans paraître pressée. Elle souriait, mais son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Un homme en costume d'affaires s'impatienta au sujet de sa commande, élevant la voix. « J'ai dit sans sucre, est-ce si compliqué ?» Isabella s'excusa calmement, refit elle-même la boisson et la lui tendit avec ce même sourire fragile. L'homme ne la remercia même pas. Lorenzo sentit sa mâchoire se crisper. Il revint le lendemain et le jour suivant, commandant toujours la même chose. Un café noir, toujours assis à la même table près de la fenêtre. Il variait légèrement son heure d'arrivée pour ne pas paraître suspect, parfois à 7h, parfois à 8h, une fois à 6h30 à l'ouverture du café. Le troisième jour, Isabella le reconnut enfin. Il le vit dans la façon dont elle se figea lorsqu'elle se détourna de la machine à expresso et que leurs regards se croisèrent à travers le café. La reconnaissance, puis la confusion, puis quelque chose qui aurait pu être de la peur. Elle ne dit rien, se contenta de finir sa commande actuelle et de la remettre à un client qui attendait. Lorenzo resta 20 minutes précises, puis partit. Le quatrième jour, elle lui adressa la parole. « Café noir ?» dit-elle lorsqu'il arriva au comptoir. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Tu te souviens ?» dit Lorenzo. « Tu es venu tous les jours cette semaine. » Sa voix était calme, contrôlée. « Ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que j'aime le café. Il y a 50 cafés plus proches de l'endroit où tu travailles que celui-ci. » Isabella jeta un coup d'œil vers Rosie, occupée avec un autre client. « Pourquoi me suis-tu ?»« Je ne te suis pas, je suis un client. Tu es l'homme du train, celui dont ses gardes avaient un peur. » Elle garda sa voix basse, mais il y avait de l'acier en dessous. « Que veux-tu » Lorenzo admira cela. Même effrayée, même acculée, elle ne reculait pas. « Boire mon café en paix, » dit-il simplement. « Je ne te crois pas. C'est sage. » Il sortit de l'argent et le posa sur le comptoir. « Mais je ne suis pas là pour te faire du mal, Isabella. » Elle tressaillit à ce nom, regarda rapidement autour d'elle pour voir si quelqu'un avait entendu. « C'est Emma, » siffla-t-elle. « Mon nom est Emma. Bien sûr, ma faute. » Il prit son café et retourna à sa table. Isabella le regarda un instant, les mains légèrement tremblantes, puis se tourna vers le client suivant. Lorenzo avait orchestré toute cette interaction. Il voulait voir comment elle réagirait sous la pression, si elle paniquerait, fuirait ou l'affronterait directement. Elle avait choisi la confrontation. Intéressant. Il la regarda travailler pendant les 15 minutes suivantes. Elle était distraite maintenant, faisant de petites erreurs, mettant trop de mousse sur un cappuccino, rendant la mauvaise monnaie et devant la corriger. Mais elle n'a pas fui, n'a pas fait de scandale. Plus endurcie qu'elle n'en avait l'air, elle le laissa partir. En quittant le café, Lorenzo passa délibérément devant le comptoir. Isabella lui tournait le dos, occupée à réapprovisionner les tasses. Il percevait la tension dans ses épaules, la façon dont elle sentait sa présence sans même le regarder. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il discrètement, juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Pour l'instant, » ajouta-t-il, sans attendre de réponse. Dehors, Vincent l'attendait dans la voiture. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Vincent tandis que Lorenzo se glissait sur la banquette arrière. « Elle sait que je la surveille, » répondit Lorenzo. « Est-ce une bonne chose ?» Lorenzo n'en était pas certain. En se révélant, il avait montré son jeu. Elle serait plus méfiante maintenant, plus consciente. Mais il avait aussi établi une vérité. Il ne se cachait pas, ne prétendait pas. Dans son univers, cela avait une signification.
Ramène-moi au bureau, ordonna Lorenzo, et dis à Marco de me tenir informé toutes les 6-4 quarts, heures sur la recherche d'Isabella. Je veux être prévenu immédiatement lorsqu'ils seront sur le point de la trouver. Et ensuite, s'enquit Vincent. Lorenzo jeta un regard vers le café où il apercevait Isabella à travers la fenêtre, souriant de manière forcée à un autre client. Ensuite, nous verrons si elle est assez perspicace pour accepter de l'aide quand elle en aura besoin, déclara Lorenzo, ou trop fier pour la refuser. Quoi qu'il en soit, le temps pressait pour décider ce qu'il voulait réellement faire d'Isabella Marlowe, l'utiliser comme levier contre ses ennemis ou la protéger d'eux. Sa tête dictait une chose, mais ses instincts, de plus en plus, lui soufflaient tout autre chose. Isabella ressentit que quelque chose n'allait pas dès son arrivée au café de Rose le lundi matin. Rosie se tenait derrière le comptoir, les bras croisés, son visage habituellement souriant affichant une expression froide et fermée. Le café était désert, ce qui était inhabituel à cette heure. « Rosie, dit Isabella avec prudence, tout va bien? Il faut que je te parle. » La voix de Rose était sans inflexion. Le ventre d'Isabella se serra. Elle suivit Rosie dans le petit bureau derrière la cuisine, où la femme âgée referma la porte et s'adossa contre elle. « Je suis désolée, Emma, ou Isabella, ou quel que soit ton vrai nom. » Le sang d'Isabella se glaça. « Ne me mens pas, pas maintenant. » Rosie sortit une enveloppe de la poche de son tablier et l'attendit. « 2 hommes sont venus me voir hier après la fermeture, très polis, très bien habillés. Ils m'ont montré une photo de toi et m'ont dit exactement qui tu es. Rosie, s'il te plaît, je peux expliquer. Ils m'ont offert 50 000 $, pour te renvoyer et leur dire où tu loges. » La main de Rose tremblait légèrement en tenant l'enveloppe. 50 000 $, c'est plus que ce que je gagne en Zix 6 par mois. Isabella eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu leur as dit ?»« Non, je n'ai pas pris leur argent. » Rosie posa l'enveloppe sur le bureau. « Mais je ne peux pas te garder ici. J'ai une entreprise à protéger. Ces gens, quels qu'ils soient, m'ont clairement fait comprendre ce qui arriverait si je ne coopérais pas. Inspection sanitaire, violation de permis. Ils ont dit qu'ils pourraient me fermer en Japan une semaine. »« Je comprends, » murmura Isabella. Elle comprenait parfaitement. Les Ashford ne se contentèrent pas de la chercher. Ils démantelaient tout système de soutien qu'elle tentait de construire. « Je suis désolée, » répéta Rosie, et cette fois, elle semblait sincère. « Tu as l'air d'une bonne gamine. J'espère que tu te sortiras de la situation que tu fuis, mais je ne peux pas en faire partie. » Isabella hocha la tête, ne se fiant pas à sa voix. Elle attrapa son manteau au porte-manteau et sortit par la porte d'entrée. L'air du matin était froid sur son visage. Ou peut-être était-elle simplement engourdie. Elle avait tenu exactement une semaine avant qu'il ne la retrouve. Isabella passa le reste de la journée à errer sans but dans Chicago, tentant de déterminer sa prochaine étape. Elle vérifia son téléphone, toujours éteint, mais l'alluma brièvement pour constater l'ampleur des dégâts. 63, appel manqué, 47, message texte. La plupart provenaient de Marcus et de son père. Un message vocal de Richard Ashford lui-même. « Isabella, c'est puéril. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Reviens maintenant et nous oublierons cette gêne. Continue de fuir et je ferai en sorte que tu n'aies plus nulle part où aller. » Elle éteignit de nouveau le téléphone, les mains tremblantes. Ce soir-là, elle retourna à l'auberge Roosevelt pour trouver un avis scotché à sa porte. Propriété sous nouvelle direction. Tous les résidents doivent quitter les lieux dans les 48 heures. Isabella fixa l'avis, un rire hystérique montant dans sa poitrine. Bien sûr, ils avaient acheté le bâtiment. Pourquoi se contenter de la trouver quand on pouvait anéantir tout ce qui l'entourait? Elle entra dans sa minuscule chambre et s'assit au bord du lit affaissé. Il lui restait 230 $. Pas de travail, pas d'endroit où vivre dans 2-3 jours, pas de téléphone qu'elle puisse utiliser en toute sécurité, pas d'amis dans cette ville. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule de sa vie. C'est alors qu'elle remarqua l'enveloppe que quelqu'un avait glissée sous sa porte. Isabella la ramassa avec précaution, comme si elle pouvait exploser. Aucun nom à l'extérieur. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte clé, une carte de visite et une note manuscrite. La carte de visite indiquait « Lakewood Legal Services, spécialisé dans l'allègement de dettes et le droit de la famille ». La note disait simplement « Vous avez des options ». 2150, Lincoln Park West, appartement 12, B, entièrement payé pour ces 3 mois, sans aucune contrepartie.
Vous n'avez pas à affronter cela seul. Aucune signature, aucun nom, rien pour indiquer qui l'avait envoyé. Mais Isabella savait. Elle pensa à l'homme du café, l'homme du train, Lorenzo de Luca. Elle retourna la carte-clé dans ses mains, l'esprit en effervescence. C'était un piège. Ça ne pouvait être que ça. Personne n'offrait de l'aide sans rien attendre en retour. Personne. Mais quel choix avait-elle? Elle pouvait accepter une aide mystérieuse d'un homme qui effrayait les gardes de sécurité et faisait fuir les regards. Ou elle pouvait dormir dans la rue et attendre que les Ashford la trouvent. Aucune option ne lui semblait être une liberté. Lorenzo reçut le message de Marco à 20h47. 20h47. Colis livré, pas de réponse pour l'instant. Il se tenait sur le balcon de son penthouse, un verre de whisky à la main, observant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Isabella lisait sa note, tenant cette carte-clé, essayant de décider s'il était un sauveur ou juste un autre prédateur. Il ne la blâmait pas d'être méfiante. « Tu t'impliques trop », dit Anthony derrière lui. Le conseiller s'était introduit sans être annoncé. Il était l'une des rares personnes à pouvoir le faire. Les Ashford ont trouvé son lieu de travail, expliqua Lorenzo. Ils ont soudoyé son patron, menacé son propriétaire. Ils la pressurisent économiquement, des tactiques de pression classiques. Donc, elle est désespérée. C'est le moment idéal pour agir, répondit Anthony, le rejoignant sur le balcon. Offre-lui une protection en échange de sa coopération. Utilise-la pour négocier avec Ashford. C'est ce que je te dis depuis le début. Je lui offre une protection, sans condition. Anthony resta silencieux un instant. Sans condition. Elle a besoin d'aide. Tu la lui fournis par pure générosité. Le ton d'Anthony laissait transparaître qu'il n'y croyait pas une seconde. Par stratégie, corrigea Lorenzo. Si les Ashford la brisent, elle ne me sera d'aucune utilité. Si elle est forte, indépendante et me doit une faveur, c'est précieux. Et si elle refuse ton aide, alors elle la refuse. Lorenzo prit une gorgée de whisky. Je ne vais pas la forcer à faire quoi que ce soit. Elle en a déjà assez enduré. Tu n'es pas ton père, dit Anthony doucement. Il aurait simplement pris ce qu'il voulait et se serait inquiété des conséquences plus tard. Mon père est mort avec 30 ennemis et aucun allié, répondit Lorenzo. J'essaie une approche différente. Cette approche différente va nous coûter cher si tu n'es pas prudent. Anthony sortit son téléphone et lui montra un article de presse. Les Ashford sont en train d'agir. Ils viennent de racheter ton partenaire d'expédition à Gary, Indiana. Ils étranglent encore plus tes chaînes d'approvisionnement. Lorenzo lut l'article, la mâchoire serrée. Richard Ashford intensifiait la pression, ce qui signifiait qu'il devenait désespéré. « Il est en panique », déclara Lorenzo. « Le mariage était censé avoir lieu il y a 2 semaines. Ses investisseurs posent des questions. Son fils est humilié. » La fuite d'Isabella n'est pas seulement personnelle, elle affecte sa crédibilité commerciale, ce qui le rend dangereux, prévint Anthony. Les hommes désespérés prennent des décisions stupides. Lorenzo pensa à Isabella, seule dans cette auberge, lisant sa note, faisant son choix. « Alors nous ferons en sorte d'être plus intelligents que lui », déclara Lorenzo. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. « Qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ?» Lorenzo esquissa un léger sourire. Elle avait gardé le téléphone jetable qu'il avait inclus dans l'enveloppe. « Belle fille », écrivit-il en retour. « Un ami, rien de plus. » Sa réponse fut rapide. « Je n'ai pas d'amis qui savent où je loge avant que je ne le leur dise. »« Bon point, » écrivit Lorenzo. « Mais tu n'as pas beaucoup d'amis non plus. Prends l'appartement, utilise l'avocat, sans aucune contrainte. »« Tout le monde a des contraintes. »« Pas tout le monde, » écrivit Lorenzo. Puis, après une pause, « Tu m'as impressionné dans ce train. Tu m'impressionnes encore maintenant. J'aimerais t'aider à rester libre. C'est tout. » Plusieurs minutes s'écoulèrent sans réponse. Lorenzo attendit, regardant les lumières de la ville s'estomper dans sa vision périphérique. Finalement, pourquoi? Lorenzo considéra sa réponse attentivement. Il aurait pu lui parler du levier, de la stratégie commerciale, du jeu qu'il jouait avec les Ashford. Il aurait pu être honnête sur l'utilité qu'elle pourrait avoir pour lui. Au lieu de cela, il écrivit « Parce que quelqu'un doit le faire ». Encore une longue pause, puis « L'appartement, c'est tout. Je ne veux rien d'autre de toi. Compris, je suis sérieuse. Reste loin de moi. » Lorenzo regarda ces mots un long moment, puis il écrivit « J'essaierai, mais les Ashford non. Sois prudente, Isabella. » Il utilisa délibérément son vrai nom. Il voulait qu'elle comprenne. Il la voyait réellement, non pas comme un levier ou un pion, mais comme une personne. Aucune réponse ne vint. Lorenzo rangea son téléphone et termina son whisky.
Elle avait accepté l'appartement, ce qui signifiait qu'elle était assez astucieuse pour reconnaître quand elle avait besoin d'aide, même de sources douteuses. Mais elle avait aussi tracé une limite. Elle ne lui faisait pas confiance, ne voulait pas qu'il soit proche, ce qui, pensa Lorenzo, était probablement sage. L'appartement au G 2150 Lincoln Park West ne ressemblait en rien à l'auberge. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le parc, des planchers en bois, une cuisine avec des appareils qui fonctionnaient réellement, un lit qui ne s'affaissait pas au milieu, un véritable havre inespéré. Isabella était restée 5 longues minutes, ébahie dans l'encadrement de la porte, la première nuit, persuadée de s'être trompée d'appartement. Pourtant, sa carte avait fonctionné. À l'intérieur, elle avait découvert des provisions dans le réfrigérateur, des articles de toilette dans la salle de bain, et une garde-robe remplie de vêtements à sa taille exacte. C'était sidérant, absolument sidérant. Mais elle était bien trop lasse et trop désespérée pour refuser ce don du ciel. Cela faisait 3 jours. 3 jours passés à dormir dans un vrai lit, à se nourrir correctement, tout en s'efforçant d'ignorer ce que Lorenzo Duca pourrait exiger en contrepartie de tant de générosité. Elle avait contacté l'avocat dont il lui avait donné la carte. Lakewood Legal Services s'était avéré être un cabinet sérieux. Ils avaient examiné la situation débitrice de son père et l'avaient rassuré, affirmant pouvoir contester les clauses de l'accord d'Ashford. Selon eux, les contrats signés sous la contrainte n'étaient pas toujours exécutoires. Ce constat nourrissait en elle l'espoir le plus profond qu'elle s'est ressenti depuis des semaines. Au soir du 3e jour, Isabella a commis l'erreur de se sentir en sécurité. À peine sortie de la douche, les cheveux encore humides, vêtue d'un t-shirt trop grand et d'un pantalon de survêtement, elle se préparait une tasse de thé dans la cuisine lorsqu'elle entendit un son, le clic de la serrure de la porte d'entrée. Non pas le bip électronique d'une carte clé, mais le mouvement mécanique d'un système de crochetage. Quelqu'un ouvrait la porte de force. Le sang d'Isabella se figea. Elle saisit un couteau de cuisine sur le comptoir et recula vers la chambre, son cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit. 3 hommes entrèrent. Ce n'était pas la sécurité d'Ashford. Elle les avait suffisamment vus pour reconnaître leur style. Ces hommes-là étaient différents, plus bruts. L'un d'eux avait une cicatrice sur la joue. Un autre portait un blouson de cuir dissimulant visiblement une arme. Isabella Marlowe, prononça le cicatrisé, sa voix légèrement accentuée. Boston, peut-être. Nous vous cherchions. Qui êtes-vous? Isabella tenait le couteau devant elle, s'efforçant de garder sa main stable. Des amis de vos oncles, sourit l'homme, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Thomas Marlowe. Il était très inquiet pour sa nièce. L'oncle d'Isabella, le frère cadet de son père. Elle n'avait pas parlé à Thomas depuis 5 ans. Pas depuis qu'il avait tenté de convaincre son père de vendre l'entreprise familiale à ses associés. Des associés qui s'étaient avérés être des usurpateurs. « C'est Thomas qui vous envoie ?» demanda-t-elle, cherchant à gagner du temps, à repérer des issues. « En quelque sorte. Voyez-vous vos fiançailles avec le jeune Ashford. Cela ne concernait pas seulement la dette de votre père. Il s'agissait du contrôle des actifs de la famille Marlowe. Et oncle Thomas pense que vous devriez peut-être prendre d'autres dispositions. »« Je ne prends aucune disposition avec personne, » dit Isabella. « Sortez. » L'homme éclata de rire. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma belle. Vous venez avec nous, nous aurons une agréable conversation sur votre avenir et vous signerez des papiers qui rendront tout le monde très heureux. » Il fit un pas en avant. Isabella lança le couteau. Ce fut un jet lamentable. Le couteau heurta le mur sans danger, mais cela lui offrit une seconde pour s'enfuir. Elle se rua vers la chambre, espérant s'y enfermer, peut-être s'échapper par la fenêtre. Une main la saisit par le bras, la tirant en arrière. Elle hurla, se débattant, griffant le visage de l'homme. Puis, soudain, il ne la tenait plus. Il volait en arrière, s'écrasant sur la table basse avec un craquement épouvantable. Isabella chancela, confuse, et les vit. 2 hommes en costume sombre étaient apparus de nulle part, se déplaçant avec une précision professionnelle. L'un d'eux immobilisait l'homme cicatrisé au sol, le genou sur son dos. L'autre se débattait avec le 2e intrus. Le 3e homme, celui au blouson de cuir, sortit une arme. « Personne ne bouge !» hurla-t-il. Mais avant qu'il ne puisse viser, quelqu'un d'autre entra dans l'appartement. Lorenzo Duca, arpentant l'entrée comme s'il en était le propriétaire, ce qu'Isabella réalisa avec un choc, était probablement le cas. Il se déplaça rapidement, plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Il saisit le poignet de l'homme armé, le tordit sèchement, et l'arme tomba au sol. Un coup rapide aux côtes, puis à la gorge, et l'homme était à genoux,
haletant. Tout fut réglé en quelques secondes. Lorenzo repoussa l'arme du pied et se tourna vers ses hommes. « Débarrassez-vous d'eux. Cherchez qui les a envoyés et ce qu'ils savent. »« Oui, monsieur. » Les deux hommes en costume traînèrent les trois intrus hors de l'appartement avec efficacité et professionnalisme. L'un d'eux s'arrêta pour récupérer le couteau qu'Isabella avait lancé, et il ne resta bientôt que Lorenzo et Isabella dans le salon sens dessus dessous. Isabella tremblait. L'adrénaline retombait, la laissant faible et étourdie. « Vous me surveillez, » dit-elle, sa voix plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. « Tout ce temps, vous aviez des gens qui me surveillaient. Oui, tu as dit, pas de contrainte. »« Il n'y en a pas, » répondit Lorenzo calmement. « Mais je ne suis pas assez stupide pour te laisser sans protection quand je sais que des gens te cherchent. Vous saviez qu'ils viendraient ? Je savais que quelqu'un viendrait. Je ne savais pas que ce seraient les gens de ton oncle. » Lorenzo se dirigea vers la cuisine, vérifiant la serrure de la porte qu'ils avaient forcée. « Thomas Marlowe, il essaie de prendre le contrôle des intérêts commerciaux restants de ta famille depuis la mort de ton père. S'il ne peut pas te faire épouser un Ashford, il essaiera de te forcer à tout lui céder. » Isabella s'affala sur le canapé, ses jambes la lâchant. « Combien de personnes veulent contrôler ma vie ?» Au dernier compte, Lorenzo sortit son téléphone, tapant quelque chose rapidement. « Les Ashford, ton oncle, et au moins 2 familles rivales qui te considèrent comme un levier contre les 2 autres. C'est insensé. C'est ce qui arrive quand tu vaux 12 millions de dollars en annulation de dettes et 30 millions de dollars en actifs. » Lorenzo remit son téléphone dans sa poche et la regarda enfin directement. « Tu n'es pas seulement une mariée en fuite, Isabella. Tu es un atout très précieux pour beaucoup de gens très dangereux. Je suis une personne, dit Isabella, la colère perçant sa peur. Pas un atout, je le sais, adoucit légèrement Lorenzo. Mais eux non, c'est pourquoi tu as besoin de protection. Votre protection, ma protection, confirma Lorenzo, que tu le veuilles ou non. Isabella voulait protester, voulait le mettre à la porte, retrouver un semblant de contrôle sur sa propre vie. Mais elle venait de voir 3 hommes armés pénétrer chez elle. Des hommes qui l'auraient entraînée on ne sait où si les gens de Lorenzo n'avaient pas veillé. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'aidez-vous » Lorenzo resta silencieux un instant, la jaugeant de ses yeux sombres et impénétrables. « Parce que je le peux, » dit-il finalement. « Et parce que tu me rappelles que tout le monde ne mérite pas la vie qu'on lui donne. » Ce n'était pas une réponse complète. Isabella savait qu'il devait y avoir plus. Stratégie, influence, quel que soit le jeu qu'il jouait avec les Ashford, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait presque authentique. « Je ne peux pas rester ici maintenant, » dit-elle, regardant l'appartement saccagé. « S'ils m'ont trouvé une fois, tu ne resteras pas ici. » Lorenzo sortit son téléphone à nouveau. « Vincent amène la voiture. Tu viens avec moi ? Où ? Quelque part de plus sûr. Mon penthouse. Sécurité 24. 24 heures sur 24, 24. Accès contrôlé. Surveillance à chaque entrée. » Il rencontra son regard. « Je te promets que personne ne t'atteindra là-bas. » Isabella savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait tracer une autre ligne, maintenir une certaine limite entre elle et cet homme qui ne cessait d'apparaître aux moments exacts où son monde s'écroulait. Mais elle était aussi assez intelligente pour reconnaître quand elle était à court d'options. « Juste jusqu'à ce que les avocats règlent ma situation, » dit-elle. « Juste jusque-là, » acquiesça Lorenzo. Ils savaient tous les deux que c'était probablement un mensonge. Le penthouse de Lorenzo occupait tout le dernier étage d'un immeuble du quartier de Gold Coast. Isabella sortit de l'ascenseur privé et pénétra dans un univers digne d'un magazine. Mobilier moderne, œuvres d'art originales aux murs, baies vitrées offrant une vue panoramique sur le lac Michigan. Tout était de bon goût, coûteux et maîtrisé, à l'image de son propriétaire. « La chambre d'amis est au bout de ce couloir, » dit Lorenzo en désignant la gauche. « Salle de bain attenante. Il y a des vêtements dans le placard. Mon assistante a estimé ta taille. Si quelque chose ne va pas, fais-le lui savoir. »« Vous avez une assistante qui estime la taille des vêtements pour femmes ?» demanda Isabella. « J'ai une assistante qui est très douée dans son travail. » Lorenzo se dirigea vers un panneau mural et tapa un code. Un écran s'illumina, affichant plusieurs flux de caméras de sécurité. Chaque entrée de cet immeuble est surveillée. L'ascenseur nécessite un code secret. Il y a deux gardes dans le hall en permanence, et plus en rotation durant la nuit. Personne n'arrive ici sans ma permission. Isabella regarda les images des caméras, se sentant comme si elle était entrée dans une forteresse. En sécurité, oui, mais aussi piégée. « Vous avez pensé à tout, » dit-elle doucement. « J'y ai été contraint, » clôtura Lorenzo, avant de faire face à Isabella. «
Nous devons aborder ta situation, en discuter sérieusement. Je suis consciente que ma situation est délicate. Elle est plus grave que tu ne le penses. Lorenzo fit signe vers le canapé. Assieds-toi. Isabella n'appréciait pas les ordres, mais la fatigue l'empêchait de protester. Elle s'assit. Lorenzo resta debout, sa posture décontractée, mais ses yeux graves. La famille Ashford veut que tu reviennes pour finaliser le mariage, c'est évident. Mais il ne s'agit plus seulement de la dette. Marcus a été humilié quand tu t'es enfui. Les investisseurs de Richard Ashford remettent en question son jugement. C'est devenu une question de réputation et de contrôle. Je sais que ton oncle Thomas veut contrôler les actifs commerciaux familiaux, les licences d'importation, les entrepôts, les contrats que ton père détenait. Il tourne autour de ces biens depuis avant la mort de ton père. S'il ne peut pas te manipuler pour que tu les lui cèdes, il essaiera de te faire déclarer mentalement incompétente ou disparue. Alors, en tant que plus proche parent, il héritera de tout. Le ventre d'Isabella se noua. Il peut faire ça? Avec les bons avocats et le bon juge, oui, poursuivit Lorenzo. Ensuite, il y a les familles rivales qui te voient comme un levier, non pas spécifiquement contre les Ashford, mais contre quiconque te veut. Ils te rafleraient juste pour te revendre au plus offrant. Je suis une personne, répéta Isabella, les mots sonnant creux désormais. Pas une marchandise. Je le sais. Dans l'univers qu'ils habitaient, et dans le mien, les êtres humains se muaient en ressources, à exploiter ou à préserver. La voix de Lorenzo, détachée comme un constat, ne traduisait aucune cruauté, mais une vérité brute. Pour l'heure, vous avez des adversaires dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Isabella leva les yeux vers lui, interrogeant. Et moi, à quelle catégorie m'intégrez-vous? Ressources ou protection? Lorenzo soutint son regard. Je n'ai pas encore tranché. Une franchise qui, au moins, avait le mérite d'exister. Isabella enchaîna. Les avocats auxquels vous m'avez référé sont-ils réellement en mesure de m'aider? Ce sont les meilleurs de la ville en matière de litiges de dettes et de droits contractuels. S'il existe une échappatoire à l'accord de votre père avec les Ashford, ils la trouveront, affirma Lorenzo. Mais cela exigera du temps, des semaines, voire des mois. Et d'ici là, vous demeurez ici, en sécurité, vivante. Lorenzo se dirigea vers le bar pour se servir un verre. Je sais que ce n'est pas la liberté, mais c'est préférable aux alternatives. Isabella bouillonnait d'envie de riposter, de clamer son autonomie. Mais la soirée avait tristement prouvé l'inverse. Elle était engouffrée dans une situation qui la dépassait, cernée par des individus qui la percevaient comme un trophée. « Pourquoi agissez-vous ainsi » demanda-t-elle. « Et ne me dites pas « parce que je le peux ». Il y a forcément davantage. Lorenzo huma lentement son verre, méditatif. La famille Ashford et mon organisation sont en conflit depuis des années. Ils détiennent des ressources qui me sont indispensables. Ils m'ont coûté de l'argent, des contrats, des opportunités. Son regard se posa directement sur elle. Vous êtes lié à eux, d'une manière qui pourrait m'être bénéfique. Voilà la vérité. Ainsi, je suis une ressource à vos yeux? Vous pourriez l'être, concéda Lorenzo. Mais vous pourriez aussi n'être qu'une personne ayant besoin d'aide. Je suis toujours en train de déterminer quelle option l'emporte. Avant qu'Isabella ne puisse réagir, une porte s'entr'ouvrit au fond du couloir. Une fillette apparut, âgée peut-être de 7 ou 8 ans, vêtue d'un pyjama constellé d'étoiles et de lunes. Elle avait les cheveux sombres de Lorenzo et le même regard vif et intelligent. « Oncle Enzo !» La petite fille s'arrêta en apercevant Isabella. « Oh, tu as de la compagnie !» Toute l'attitude de Lorenzo se transforma. L'homme d'affaires froid et calculateur s'évanouit, remplacé par une tendresse inattendue. « Sophia, tu es censée dormir. »« J'ai entendu l'ascenseur. » Sophia s'approcha de Lorenzo, qui la souleva aisément malgré ses protestations, affirmant qu'elle était trop grande pour cela. « Qui est-ce ?»« Voici Isabella, » dit Lorenzo. « Elle va rester avec nous quelque temps. Isabella, voici ma nièce, Sophia. »« Salut, » dit Isabella, esquissant un sourire à travers la confusion. Sophia l'examina avec une intensité qui lui rappela étrangement Lorenzo. « Es-tu en difficulté ?» Lorenzo interrogea doucement Sophia. « C'est bon, » dit Isabella. « Oui, j'ai un petit problème. Ton oncle m'aide. »« Il est doué pour ça, » déclara Sophia avec un aplomb désarmant. « Il a aidé ma maman aussi, quand les méchants sont venus. » La mâchoire de Lorenzo se serra presque imperceptiblement. Isabella s'interrogea sur l'histoire derrière ces mots, mais elle n'osa pas poser la question. « Pourquoi es-tu encore éveillé ?» demanda Lorenzo, redirigeant habilement la conversation. « Je n'arrivais pas à dormir. Puis-je montrer mes dessins à Isabella ? Il est tard. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Lorenzo posa son regard sur Isabella, une question silencieuse dans ses yeux.
Elle se surprit à acquiescer. 5 minutes, dit Lorenzo en posant Sofia à terre. Puis au lit. Sofia saisit la main d'Isabella et la tira vers le couloir. Viens, j'ai dessiné le lac aujourd'hui et des oiseaux, et oncle Enzo. Mais il a l'air grincheux sur tous les dessins, parce qu'il est toujours grincheux. Je ne suis pas grincheux, cria Lorenzo derrière eux. Mais si, Sofia rit, et ce son, si pur, si ordinaire, détendit légèrement quelque chose de crispé dans la poitrine d'Isabella. La chambre de Sofia était peinte en lavande, agrémentée d'étoiles phosphorescentes au plafond. Un mur entier était recouvert de dessins, certains manifestement scolaires, d'autres plus élaborés. Isabella distingua des croquis du lac, de la ville, et ce qui semblait être Lorenzo, arborant un air renfrogné. « Celui-ci était mon préféré », dit Sofia, désignant un dessin de jardin. « Ma maman et moi avions un jardin avant qu'elle ne tombe malade. »« Ah, c'est magnifique », murmura Isabella. « Tu aimes dessiner ?» demanda Sofia. « Avant, oui, mais ça fait longtemps. Tu devrais dessiner avec moi demain. » Sofia s'assit sur son lit, paraissant soudain beaucoup plus jeune. « C'est ennuyeux ici parfois. Oncle Enzo travaille beaucoup, et Madame Chen, elle est gentille, mais elle est vieille, et elle n'aime pas la peinture au doigt. » Isabella sourit véritablement cette fois. « J'aime la peinture au doigt. »« Vraiment ?» Le visage de Sofia s'illumina. « On peut le faire demain, j'ai toutes les couleurs. »« On verra, » dit Isabella, ne voulant pas faire de promesses qu'elle ne pourrait pas tenir. Lorenzo apparut dans l'embrasure de la porte. « Au lit, ma puce !» Sofia grogna, mais se glissa sous ses couvertures. « Isabella sera là demain matin ?»« Oui, » dit Lorenzo fermement. « Bien. » Sofia regarda Isabella. « Je t'aime bien, tu ne me regardes pas comme si j'étais bizarre. »« Tu n'es pas bizarre, » dit Isabella. « Tu es créative. » Après leur avoir souhaité bonne nuit, Isabella rejoignit Lorenzo dans le salon. Elle se sentait désorientée par la scène qu'elle venait de vivre. Ce Lorenzo Duca révélait une facette inattendue, celle d'un homme lisant des histoires du soir et acceptant d'être qualifié de grincheux. « Sa mère ?» interrogea Isabella à voix basse. « Ma sœur, elle est décédée l'année dernière, » répondit Lorenzo. Sa voix était posée, mais Isabella y décela le chagrin sous-jacent. « D'un cancer. Sofia vit avec moi depuis. C'est un ajustement. » Isabella songea à la petite fille qui avait perdu sa mère, désormais installée dans cette magnifique forteresse, auprès d'un oncle évoluant dans l'ombre. « Elle semble heureuse, » avança Isabella. « J'essaie, » concéda Lorenzo, croisant son regard. « Les enfants ne devraient pas pâtir des décisions des adultes. Elles méritent la sécurité, la stabilité, une vie normale. Tout comme Isabella l'avait jadis mérité, avant que les dettes de son père ne réduisent un mot tout à néant. « Merci, » dit Isabella, « de m'avoir permis de rester. Et merci, Sofia. Elle est la seule raison pour laquelle je suis supportable. » Lorenzo fit signe vers la chambre d'amis. « Reposez-vous. Demain, nous commencerons à déterminer comment vous restituer votre existence. » Isabella acquiesça et se dirigea vers la pièce désignée. Tandis qu'elle refermait la porte, elle entendit Lorenzo au téléphone, s'exprimant à voix basse et précipitée, évoquant des rotations de sécurité et des évaluations de menaces. Elle cohabitait avec un parrain de la mafia, protégé par des criminels, cerné par le danger. Mais pour cette nuit, du moins, elle était en sécurité. Isabella fut tirée de son sommeil par des voix fortes. Cela faisait 3 jours qu'elle séjournait dans le penthouse de Lorenzo, s'habituant à une routine singulière. Les matinées passées avec Sofia, à peindre avec les doigts, à dessiner, à parler de tout sauf du danger qui rôdait à l'extérieur. Les après-midi consacrés à l'examen de documents juridiques avec les avocats engagés par Lorenzo. Les soirées solitaires, à contempler les lumières de la ville et à se demander quand sa vie avait dérapé de manière si spectaculaire. Mais ce matin était différent. Elle percevait Lorenzo au téléphone dans son bureau, sa voix devenant acérée et emplie d'une colère inédite. Isabella enfila une robe de chambre et s'aventura dans le couloir. Sofia était déjà à table avec Madame Chun, la vieille gouvernante, dégustant des céréales et fredonnant un air. La porte du bureau de Lorenzo était entr'ouverte. Isabella savait qu'elle ne devrait pas écouter aux portes, mais le ton de sa voix la figea. « Combien de contrats ?» exigea Lorenzo. « Les 3. Cela représente 2 millions de dollars de revenus, Anthony, évanoui du jour au lendemain. » Un silence, tandis que son interlocuteur s'exprimait. « Je sais parfaitement pourquoi cela arrive, » claqua Lorenzo. Richard Ashford passe à l'offensive. Il ne cherche plus seulement Isabella, il s'en prend à moi. Le ventre d'Isabella se noua. Tout cela, c'était à cause d'elle, parce que Lorenzo l'avait protégée. Elle ouvrit la porte. Lorenzo leva les yeux, son expression s'endurcissant en la voyant. «
Je vous rappelle, dit-il, mettant fin à l'appel. Vous devriez vous reposer. Que se passe-t-il? Demanda Isabella en entrant. Rien qui vous concerne. Ne faites pas ça, ne me rejetez pas. Elle croisa les bras. Je vous ai entendu, les Ashford s'en prennent à vos affaires. Lorenzo demeura silencieux un instant, puis lui fit signe de refermer la porte. Une fois fait, il afficha plusieurs documents sur l'écran de son ordinateur. 3 contrats d'expédition annulés ces 48 dernières heures, dit-il. Tous émanant d'entreprises ayant des liens financiers avec Ashford Industries. 2 de mes permis d'entrepôt font subitement l'objet d'une enquête pour des violations de zonage qui n'existent pas. Et ce matin, j'ai reçu des appels de 4 investisseurs s'interrogeant sur mon instabilité. Instabilité. Quelqu'un avait répandu des rumeurs, qu'il hébergeait une fugitive, qu'il était impliqué dans un enlèvement, que son jugement était compromis. La voix de Lorenzo était maîtrisée, mais Isabella percevait la colère sous-jacente. C'est une attaque coordonnée. Richard Ashford utilise toutes ses ressources pour me faire pression. À cause de moi, dit Isabella doucement. Il sait que je suis ici. Il le suspecte. Il ne peut pas le prouver, mais cela lui suffit pour me rendre la vie difficile. Lorenzo referma l'ordinateur portable. C'est une guerre économique, principalement légale, mais efficace. Isabella se sentit mal. Combien cela vous coûte-t-il? Est-ce important? Oui, c'est important. Vous perdez de l'argent parce que vous m'avez aidé. Vous perdez des contrats. Les investisseurs vous remettent en question. Sa voix se brisa. Cela n'en vaut pas la peine. Je n'en vaux pas la peine. Lorenzo se leva et contourna le bureau, s'arrêtant juste devant elle. Ne dites pas cela. C'est vrai, vous devriez me rendre à eux. Appelez Richard Ashford et arrêtez tout. La voix de Lorenzo était ferme. Je ne vous livrerai à personne. Et cette guerre avec Ashford, elle était inévitable. Vous n'avez fait qu'en accélérer le calendrier. Que voulez-vous dire? Lorenzo garda le silence un instant, choisissant ses mots avec soin. Richard Ashford et moi tournons autour l'un de l'autre depuis des années. Il contrôle des ressources dont j'ai besoin. Je contrôle un territoire qu'il convoite. Finalement, l'un de nous allait passer à l'action. Il se trouve qu'il a agi le premier parce que je lui en ai donné une raison. Parce qu'il est désespéré, corrigea Lorenzo. Les fiançailles de son fils ont échoué publiquement. Ses investisseurs doutent déjà de la stabilité familiale. Il ne pense plus stratégiquement. Il agit par orgueil et par panique. Cela le rend dangereux, mais cela le rend aussi vulnérable. Isabella scruta son visage, essayant de comprendre. Vous ne faites pas que vous défendre. Vous préparez quelque chose. Je prépare toujours quelque chose. Lorenzo sortit son téléphone et lui montra un document. Voyez ceci, c'est l'acte de propriété d'un terrain à Gary, Indiana. Ashford Industries se repose sur cet entrepôt comme pivot essentiel de sa logistique dans le Midwest. J'en ai acquis la propriété ce matin, dissimulée derrière une société écran. Ils ignorent encore que j'en suis le détenteur. Imaginez la surprise quand ils découvriront la vérité. Leur bail expire le mois prochain. Je vais tripler le loyer. Incapables de payer, ils seront expulsés, et leur concurrent direct prendra leur place. Lorenzo fit défiler un autre document. L'écran affichait alors la liste des prêts commerciaux en cours d'Ashford. 14 millions de dollars, 14 000 dollars, répartis entre 3 banques. Je rachète la dette, annonça-t-il. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Vous rachetez la dette? Fit-elle, incrédule. Une fois que je la possède, je dicte les conditions. Je peux la réclamer, la restructurer, imposer mes exigences. C'est un levier, expliqua Lorenzo, son sourire teinté de froideur. Richard Ashford a voulu jouer au plus fort économiquement. Je ne fais que maîtriser ce jeu bien mieux que lui. Cela va l'anéantir. Cela va le forcer à négocier. Lorenzo rangea son téléphone. Je n'ai pas l'intention de rayer la famille Ashford de la carte. Mon but est qu'ils vous laissent pas tranquille, et le moyen le plus efficace est de rendre la chasse plus coûteuse que l'abandon de la proie. Isabella s'enfonça dans le siège près du bureau, l'esprit chamboulé. Je n'ai jamais voulu de ça. Je ne voulais pas être la raison d'une quelconque guerre d'entreprise. Vous n'êtes pas la raison, vous en êtes le catalyseur, corrigea Lorenzo, s'appuyant contre son bureau. Mais je ne vous mentirai pas. Oui, cette situation m'est profitable. Si je peux utiliser votre position pour négocier de meilleures conditions avec Ashford, je le ferai. C'est la dure réalité de mon monde. Alors, je suis utilisé par tout le monde, articula Isabella avec franchise. Les Ashford veulent aussi vous exploiter pour sécuriser leurs actifs et sauver la face. Votre oncle veut vous dépouiller de votre héritage. Et oui, je désire capitaliser sur votre situation pour gagner un avantage sur mes rivaux, fit-il une pause.
Mais je suis le seul qui essaie aussi de vous maintenir en vie et libre. Cela doit bien compter. Isabella détesta qu'il ait raison. Qu'arrivera-t-il quand tout cela sera terminé, quand les Ashford battront en retraite ou que vous aurez obtenu ce que vous voulez d'eux? Je ne sais pas, confessa Lorenzo. Nous trouverons la solution ensemble. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, le téléphone de Lorenzo sonna. Il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. Je dois prendre ça, c'est Marco. Il répondit, écouta un instant et son expression s'assombrit. Quand? Où? Non, ne touchez à rien, j'arrive. Il raccrocha et se mit immédiatement en mouvement, attrapant sa veste au dossier de sa chaise. Que se passe-t-il? Demanda Isabella. L'un de mes entrepôts vient d'être perquisitionné. Agents fédéraux, mandat de perquisition, le grand spectacle. La mâchoire de Lorenzo était contractée. C'est Ashford qui réagit, encore. Il a dû alerter les forces de l'ordre, prétendant que j'étais impliqué dans quelque chose d'illégal. L'êtes-vous? Lorenzo s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. Mes affaires sont pour la plupart légales maintenant, mais j'ai un passé, Isabella, et Richard Ashford sait exactement quelle corde actionner pour me rendre la vie difficile. Que devez-vous faire? Gérer ça, maîtriser la situation, m'assurer que rien ne remonte à ce qui compte vraiment. Lorenzo se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Restez au Penthouse, ne bougez pas. Sophia est à l'école. Madame Chun sera là. Vincent est dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Lorenzo, l'appela Isabella. Soyez prudent. Il se retourna vers elle, son expression indéchiffrable. Je suis toujours prudent. Après son départ, Isabella resta seule dans son bureau, cernée par les échos d'une guerre qu'elle avait déclenchée sans le vouloir. Elle avait fui d'une cage pour atterrir au cœur d'un champ de bataille. Et le plus troublant était qu'elle commençait à se soucier de savoir quel camp l'emporterait. Plus tard dans l'après-midi, Isabella s'entretint avec les avocats lors d'un appel vidéo. Ils expliquèrent que contester l'accord de dette de son père était envisageable, mais complexe. Les Ashford avaient des documents, des signatures, des témoins. L'argument le plus solide, énonça l'un des avocats, est que vous avez signé sous la contrainte. Vous étiez vulnérable, en plein deuil, et ils ont exploité cette situation. Mais prouver la contrainte devant un tribunal est ardu. À quel point est-ce difficile? Interrogea Isabella. Des mois de litige, peut-être des années, et coûteux. Lorenzo paie, précisa Isabella, doucement. Oui, mais vous devriez comprendre. Plus cela traîne en longueur, plus tout le monde a de l'emprise sur vous, y compris M. Ducas. Isabella comprit parfaitement. Chaque jour passé sous la protection de Lorenzo, chaque dollar qu'il investissait dans sa défense, l'enfonçait plus profondément dans un autre type de dette. Elle réalisait que la liberté pourrait être le bien le plus cher qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Lorenzo regagna le penthouse à 02h du matin. Isabella était toujours éveillée, assise sur le canapé dans l'obscurité, le regard perdu dans la ville. Elle repassait inlassablement le fil des événements. Les contrats que Lorenzo avait perdus à cause d'elle, la descente fédérale, les avocats qui annonçaient si des années pour recouvrer sa liberté. Elle avait passé la soirée à aider Sophia avec ses devoirs, simulant une normalité qu'elle ne ressentait plus. Mais une fois la petite couchée, le poids de la situation s'était abattu sur elle. Lorenzo s'arrêta en la voyant. « Vous devriez dormir. Vous aussi. » Isabella ne se retourna pas. À quel point la perquisition a-t-elle été grave? Gérable. Ils n'ont rien trouvé, car il n'y avait rien à trouver. Lorenzo se dirigea vers le bar et se servit un verre. Mais cela déclenchera des audits, des enquêtes, un examen plus minutieux, exactement ce que voulait Ashford. Combien cela vous coûte-t-il, Lorenzo? S'enquit Isabella. Combien? Elle se retourna enfin pour lui faire face. Les chiffres réels, pas les esquives polies que vous me servez. Lorenzo resta silencieux un instant, puis s'assit en face d'elle. Les contrats annulés, 2 millions, 2000 $, ce trimestre. L'attention fédérale me coûtera un autre million, 1 000 $, en frais juridiques et de conformité. La propriété que j'ai acquise pour faire pression sur Ashford a coûté 14 millions, 14 000 $. Les avocats qui travaillent sur votre dossier représentent environ 50 000 $ par mois. Isabella fit le calcul, la nausée au ventre. 17 millions de dollars, 17 000 $. Vous avez dépensé ou perdu 17 millions de dollars, 17 000 $, en moins de deux semaines à cause de moi. À cause de la situation, corrigea Lorenzo. Pas à cause de vous. C'est la même chose, et vous le savez. La voix d'Isabella monta. Je ne suis pas stupide, Lorenzo. Je vois ce qui se passe. Vous m'utilisez. Vous l'avez dit vous-même. Je suis un levier contre les Ashford. Vous perdez de l'argent, des contrats et votre réputation. Mais ce n'est pas grave, car, finalement,
Vous utiliserez ma situation pour obtenir ce que vous voulez d'eux. C'est une façon de voir les choses. Quel est-ce l'autre? Isabella se leva, la colère et la frustration bouillonnant en elle. Dites-moi comment cela n'a rien à voir avec le fait que vous m'utilisiez comme un pion dans votre guerre d'entreprise. Dites-moi comment je ne suis pas juste un autre atout que vous protégez jusqu'à ce que je devienne utile. Lorenzo déposa son verre lentement. Vous voulez la vérité? Je veux la vérité. D'accord. Il se leva également, sa voix se durcissant. Oui, j'exploite la situation à mon avantage. Oui, votre présence ici me donne une influence que je n'aurais pas autrement. Et oui, le moment venu, j'utiliserai ce levier pour négocier de meilleures conditions avec Richard Ashford. C'est ma nature. C'est le monde dans lequel je vis. Alors, j'ai raison. Je ne suis qu'un pion. Vous n'avez pas fini d'écouter, rétorqua Lorenzo, sa voix cinglante. J'exploite la situation, mais je vous protège aussi. Ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. Comme c'est commode pour vous, ce n'est pas commode, c'est complexe. Lorenzo se rapprocha, son regard intense. Pensez-vous que je désirais ça? Croyez-vous que j'avais planifié qu'une mariée en fuite déferle dans ma vie et bouleverse tout? J'étais dans ce train pour une affaire, simple, nette, réglée. Puis vous êtes apparu, terrifié et désespéré. Et j'ai fait un choix. Quel choix? Vous aider? La voix de Lorenzo s'adoucit. J'aurais pu m'éloigner, aurais dû m'éloigner. Quand j'ai compris qui vous étiez, à qui vous étiez lié, chaque parcelle logique de mon être me criait « laisse tomber », mais je ne l'ai pas fait. Parce que vous avez vu une opportunité. Parce que vous m'avez rappelé ce à quoi le courage ressemble. La voix de Lorenzo monta pour la première fois, ce qui l'a surpris. Vous n'aviez rien, pas d'argent, pas de plan, pas de soutien, et vous avez néanmoins fui. Vous avez choisi l'inconnu plutôt qu'une cage. Savez-vous à quel point c'est rare? Isabella le fixa, sa colère vacillant. La plupart des gens de mon monde, poursuivit Lorenzo, la voix à vif maintenant, auraient ici pris le chemin le plus facile. Épouser le riche, vécu dans le luxe, fait semblant d'être heureux, mais pas vous. Vous avez tout risqué pour une chance de liberté. Et oui, j'exploite votre situation à mon avantage, mais je m'assure aussi que vous restiez libre pendant que je le fais. Et si je vous disais que votre liberté n'est pas négociable? Vous ne pouvez pas promettre cela. Regardez-moi faire. La mâchoire de Lorenzo était serrée. Je ne vous livrerai pas aux Ashford, ni maintenant, ni jamais, même si cela me coûte tout ce que j'ai bâti, parce que certaines choses comptaient plus que l'argent et les contrats. Isabella sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je compte pour vous? Lorenzo resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus douce. Ma sœur, la mère de Sofia, était dans un mariage difficile. Son mari était violent, contrôlant. Je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit presque trop tard. Quand elle a enfin demandé de l'aide, je l'ai déménagée avec Sofia ici. Je les ai protégés, mais le mal était fait. Le stress, les années de peur, les médecins ont dit que cela avait contribué à son cancer. Isabella eut le souffle coupé. Lorenzo. Je n'ai pas pu la sauver, mais je l'ai sortie de cette cage. Et je me suis assuré que Sofia n'ait jamais à y retourner. Il rencontra le regard d'Isabella. Quand je vous vois, je revois ma sœur, quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie lui a distribué, quelqu'un qui a eu le courage de se battre pour cela. Je ne suis pas votre sœur. Non, vous ne l'êtes pas. Quelque chose changea dans l'expression de Lorenzo, quelque chose qu'Isabella ne put déchiffrer, ce qui rend tout cela plus complexe. L'air entre eux était chargé, lourd de choses qu'aucun des deux n'était prêt à exprimer. « Je déteste ça, » dit Isabella doucement. « Je déteste être dépendante de vous. Je déteste que des gens vous ciblent à cause de moi. Je déteste de ne pas pouvoir simplement vivre ma propre vie sans que tout le monde essaie de la contrôler. Je sais. Et je déteste qu'une partie de moi commence à vous faire confiance, car faire confiance aux gens dans votre monde semble être une chose très stupide à faire. » Lorenzo sourit légèrement, l'expression presque triste. C'est probablement le cas. Isabella se dirigea vers la fenêtre, observant la ville endormie. Vous vivez dans un monde brutal, Lorenzo. Les gens sont des pions, tout est mesuré en levier et avantage. Comment dormez-vous la nuit? Honnêtement, Lorenzo la rejoignit à la fenêtre. C'est une question que je me pose souvent. La nuit, bien souvent, je ne lâche rien. Vous, en revanche, persistez dans ce jeu. Car si j'abandonnais, quelqu'un de pire prendrait ma place. À travers le verre, le reflet de Lorenzo apparut à côté du sien. Mon monde n'est pas noir et blanc, Isabella. Il est teinté de gris, complexe. Parfois, il faut accomplir des actes douteux pour protéger les êtres qui nous sont chers. Parfois, le seul moyen de combattre les monstres est de devenir un instant l'un d'eux. C'est une philosophie dangereuse. C'est une philosophie réaliste.
Lorenzo se tourna pour lui faire face directement. « Je ne suis pas un homme bon, je ne prétendrai pas l'être, mais je ne suis pas non plus Richard Ashford. Je n'utilise pas les gens pour ensuite les jeter. Je ne les enferme pas en appelant cela de l'amour, et je ne force certainement pas les femmes à des mariages qu'elles ne désirent pas. » Isabella scruta son visage, les traits acérés, les yeux sombres qui avaient tant vu, les barrières qu'il maintenait avec une prudence méticuleuse. Pourtant, au-delà de tout cela, elle commençait à discerner quelque chose de plus profond, quelque chose d'intègre, à sa manière pervertie. « Que se passera-t-il quand tout cela sera terminé ?» demanda-t-elle doucement. « Quand les Ashford lâcheront prise et que votre influence aura disparu ?»« Je ne sais pas, » admit Lorenzo. « Je suppose que nous le découvrirons en temps voulu. » Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la seule honnête que j'ai. Lorenzo soutint son regard. Mais je peux vous promettre ceci. Quoi qu'il arrive, vous aurez le choix. Un vrai choix. Pas de mariage forcé ni de dettes insurmontables. Juste des options. Isabella désirait le croire. Dieu, elle le désirait tellement. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Tant mieux. La peur vous garde vigilante. » La voix de Lorenzo était douce à présent. « Mais vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je suis de votre côté, Isabella, même quand vous ne le croyez pas. » Isabella ignora quand elle avait commencé à fondre en larmes, mais elle sentit à présent les larmes couler sur ses joues. Lorenzo tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer. Comme elle ne le fit pas, il la serra dans ses bras. Elle se blottit contre lui, s'autorisant cet unique moment de vulnérabilité. Il était chaud, solide, inébranlable, et l'espace d'un instant, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le ressentait. « Je suis toujours en colère contre vous, » articula-t-elle contre sa poitrine. « Je sais, et je ne vous fais toujours pas pleine confiance. C'est judicieux. Mais merci de ne pas avoir baissé les bras avec moi. » Les bras de Lorenzo se resserrèrent légèrement autour d'elle. « Je ne le ferai pas, je promets. » Ils restèrent ainsi dans l'obscurité, deux personnes prises au piège de circonstances impossibles, se serrant l'une contre l'autre comme des bouées de sauvetage. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Isabella s'autorisa à croire que la survie n'était peut-être pas le seul horizon. Peut-être, juste peut-être, parviendrait-elle réellement à triompher. Le gala de la Fondation Sinclair représentait l'événement mondain le plus attendu de la saison. L'élite de Chicago se rassemblait dans une salle de bal étincelante, feignant de s'intéresser à la bienfaisance, alors qu'en réalité, chacun jaugerait la fortune et l'influence de l'autre. Isabella se tint en lisière de la foule, vêtue d'une robe bleu nuit, sélectionnée par l'assistante de Lorenzo. La tenue lui allait à merveille, élégante sans être ostentatoire. Ses cheveux étaient relevés, et son maquillage, discret. Elle avait l'air de sa place. Elle ne s'y sentait cependant pas. « Respirez », murmura Lorenzo à ses côtés, d'une élégance saisissante dans son smoking noir. « Vous avez le droit d'être ici. Tout le monde vous fixe. Laissez-les faire. » Lorenzo saisit 2 coupes de champagne d'un serveur qui passait, lui en tendant une. « La moitié vous regarde parce que vous êtes magnifique. L'autre moitié vous regarde parce qu'ils ont entendu les rumeurs. Quoi qu'il en soit, gardez la tête haute. 10 jours s'étaient écoulés depuis leur affrontement. 10 jours de manœuvres juridiques méticuleuses, de planification stratégique et d'apprentissage du monde, de Lorenzo par Isabella. Elle avait été terrifiée lorsqu'il avait suggéré d'assister au gala, mais il avait insisté. « Si vous vous cachez, ils gagneront, » avait-il dit. « Vous les affrontez publiquement, avec moi à vos côtés, et vous leur montrez que vous n'êtes ni honteuse, ni brisée, ni leur propriété. » La voici donc pénétrant dans une salle bondée de gens qui avaient probablement entendu toutes les versions de son histoire. La mariée en fuite, la femme instable, la chercheuse d'or, selon les conteurs. « Voilà Ashford », murmura Lorenzo, désignant le côté opposé de la salle de bal. Richard Ashford se tenait avec un groupe d'hommes d'affaires, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression empreinte d'assurance. Marcus était à ses côtés, semblant mal à l'aise dans son smoking. Le ventre d'Isabella se serra en voyant son ancien fiancé. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle. « Oui, vous le pouvez. » La main de Lorenzo trouva le bas de son dos, à la fois ferme et réconfortante. « Vous êtes plus forte que tous, il est temps de le prouver. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Isabella sentit les murmures les suivre comme une vague. Lorenzo la présenta à plusieurs personnes, investisseurs, partenaires commerciaux, mondains, toujours avec désinvolture, comme si sa présence était la chose la plus naturelle au monde. « Isabella Marlowe, disait-il,
Elle m'a aidé dans un projet d'acquisition d'art. Le mensonge était fluide, crédible. Isabella joua le jeu, discutant d'histoire de l'art avec des gens qui, manifestement, n'en savaient rien, mais feignaient la fascination. Ils étaient pile près du bar quand Marcus les intercepta. « Isabella !» Sa voix était glaciale. « Je n'espérais pas vous voir ici. »« Marcus !» Elle garda sa voix posée. « Comment allez-vous ?»« Comment vais-je » Le visage de Marcus s'empourpra. « Vous m'avez humilié. Vous avez humilié toute ma famille. Vous avez disparu le jour de notre mariage, et maintenant vous vous montrez ici avec... » Il regarda Lorenzo avec un mépris mal dissimulé. « Avec lui, Monsieur Ashford, » dit Lorenzo doucement. « Ce n'est peut-être pas le lieu pour une scène. Ne me dites pas quoi faire dans mon propre cercle social. » Marcus s'approcha d'Isabella, sa voix tombant à un murmure rauque. « Vous nous devez, Isabella. Vous devez tout à ma famille. Vous enfuir n'efface pas la dette de votre père. » En fait, une nouvelle voix s'éleva. « C'est exactement ce que nous devons discuter. » Richard Ashford était apparu, son sourire aiguisé et calculateur. Il salua poliment Lorenzo. « Monsieur Duca, je vois que vous divertissez notre mariée en fuite. Je préfère la considérer comme une invitée, » répondit Lorenzo calmement. « Comme c'est charitable. » Richard se tourna vers Isabella, ses yeux froids malgré son ton plaisant. « Ma chère, vous avez causé un sacré remue-ménage ces dernières semaines. Les gens s'inquiètent pour vous. Certains disent bien que vous avez fait une dépression. D'autres suggèrent que l'on vous a contrainte à vous cacher. » Isabella sentit l'attention des invités alentour se tourner vers eux. C'était délibéré. Richard créait une scène, forçant une confrontation publique. « Je vais bien, » dit Isabella fermement. « J'ai fait mes propres choix. »« Des choix ?» Richard rit doucement. « Vous voulez dire fuir vos obligations, rompre un accord légal. Votre père devait à ma famille 12 millions de dollars, 12 000 dollars. Vous avez accepté d'honorer cette dette par le mariage. Ce que vous avez fait est un vol pur et simple. » Plus de monde regardait maintenant. Isabella sentit son visage chauffer, la honte et la colère se disputant en elle. « En fait, » interjecta Lorenzo avec aisance, « les avocats d'Isabella ont des perspectives intéressantes sur cet accord. Les contrats signés sous la contrainte sont rarement exécutoires. »« Contrainte ?» Marcus ricana. « On lui a donné toutes les occasions de... » « De quoi ?» La voix de Lorenzo était calme, mais portait un tranchant qui fit taire Marcus. « De se forcer à un mariage ou de tout perdre. Cela ressemble à de la contrainte pour moi. » Le sourire de Richard ne fléchit pas, mais ses yeux se durcirent. « Monsieur Duca, je vous suggère de rester en dehors des affaires de famille. Isabella appartient à nous, réglant ses obligations comme une adulte. »« Je n'appartiens à personne, » dit Isabella, retrouvant sa voix, plus forte maintenant. « Ni à votre famille, ni à Marcus. Je ne suis pas une propriété à échanger contre le pardon d'une dette. » « Hardie parole pour quelqu'un qui vit de la charité d'un autre homme, » dit Richard, son ton dégoulinant de condescendance. Il éleva légèrement la voix, s'assurant que les invités proches l'entendraient. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour le spectacle, mais j'estime qu'il est important de rétablir les faits. Mademoiselle Marlowe n'est pas bien. Elle a subi une tension considérable depuis le décès de son père. Nous voulons seulement l'aider, lui offrir la sécurité et la stabilité dont elle a besoin. » « La sécurité d'un mariage forcé ?» Isabella l'interrompit, sa colère éclatante enfin. « La stabilité d'être contrôlé par votre famille pour le reste de ma vie. »« Vous êtes hystérique, » dit Marcus. « C'est exactement ce dont je parle. Vous ne pensez pas clairement. »« Elle pense parfaitement clairement, » dit Lorenzo, « contrairement à votre famille. » Richard se tourna vers Lorenzo, son masque de politesse se fissurant enfin. « Vous avez commis une erreur, Duca. L'abriter, s'ingérer dans nos affaires. Vous le regretterez. »« Vraiment ?» Lorenzo sortit son téléphone avec un calme délibéré. « C'est intéressant, parce que j'ai des informations commerciales que vos investisseurs pourraient y trouver fascinantes. »« De quoi parlez-vous » Lorenzo tapota son téléphone. Dans la salle de bal, plusieurs téléphones d'invités sonnèrent simultanément. « Je viens d'envoyer un document à toutes les personnes présentes à ce gala. Il détaille des irrégularités financières très intéressantes au sein d'Ashford Industries. Des comptes offshore, une comptabilité créative, de l'argent qui aurait dû aller aux investisseurs disparaissant mystérieusement. » Le visage de Richard devint livide. « Ce sont des informations d'entreprises privées. C'est de la fraude, » corrigea Lorenzo. « Et de l'évasion fiscale, et environ 666 autres crimes fédéraux. » Il regarda la foule rassemblée, dont beaucoup regardaient Bound maintenant leur téléphone, avec des expressions de choc. « J'ai eu des experts comptables judiciaires qui ont examiné votre entreprise pendant deux semaines.
Il s'avère que, lorsque vous mettez la pression sur la mauvaise personne, elle vous rend l'appareil. Isabella observa, stupéfaite, la dynamique sociale muter en temps réel. Les investisseurs, qui avaient affiché de la sympathie pour Richard quelques instants auparavant, reculaient à présent, le regardant avec suspicion. Les murmures se propagèrent à travers la salle de bal, comme une traînée de poudre. « Vous mentez !» déclara Marcus avec désespoir. « C'est faux. C'est très réel, » dit calmement Lorenzo. Et cela a déjà été envoyé à la SEC, à l'IRS et à plusieurs journalistes financiers. Dès lundi matin, Ashford Industries fera l'objet d'une enquête. Le cours de vos actions chutera. Vos investisseurs s'enfuiront. Richard semblait avoir été frappé. « Vous nous avez détruits. »« Non, » dit doucement Lorenzo. « J'ai simplement montré à tout le monde ce que vous êtes réellement. Vous vouliez jouer brutalement avec Isabella, l'étrangler économiquement, la forcer à retourner dans une cage. Je ne fais que vous rendre l'appareil. » La pièce était silencieuse à présent. Dans le tourbillon d'un bal mondain, les yeux d'Isabella se remplirent de larmes, non pas de chagrin, mais d'une libération et d'une revanche délectable. Richard Ashford, l'homme qui avait orchestré sa vie durant des mois, semblait soudainement diminuer, dépouillé de son pouvoir. « Laissez-la tranquille », retentit la voix de Lorenzo, perçant le brouhaha. « Retirez vos accusations, éloignez-vous, et peut-être, envisagerai-je de ne pas dévoiler le reste de mes découvertes. » Un murmure s'éleva de la foule. « Il y a davantage. » La mâchoire de Richard se crispa silencieusement. Marcus, partagé entre son père et Isabella, affichait un visage rougi par l'humiliation et la fureur. Finalement, Richard s'exprima, sa voix empreinte d'une rage à peine contenue. « Ce n'est pas terminé !»« Oui, » répliqua Isabella, sa voix soudainement forte et claire. « Ça l'est. » Richard tourna les talons et s'éloigna, Marcus le suivant tel une ombre. La foule s'écarta pour eux, non plus par respect, mais avec cette fascination morbide pour la chute des puissants. Les mains d'Isabella tremblaient. Lorenzo lui retira sa coupe de champagne, avant qu'elle ne la laisse tomber. « Vous avez bien agi, » murmura-t-il. « Vous les avez anéantis. J'ai rééquilibré la donne. » Lorenzo la guida vers la sortie. « Venez, partons d'ici. » Tandis qu'ils quittèrent la salle de bal, Isabella entendit des murmures, mais cette fois-ci, ils n'étaient ni scandalisés, ni méprisants, mais impressionnés et curieux. Elle était arrivée en mariée en fuite, elle repartait en quelque chose de tout autre, quelqu'un qui avait lutté et triomphé. Les répercussions de cette soirée furent rapides et dévastatrices pour les Ashford. Dès le Beckett lundi matin, l'action d'Ashford Industries avait chuté de 23%. Le mardi, 3. Investisseurs majeurs s'étaient retirés. Le mercredi, des enquêteurs fédéraux avaient fait irruption au siège social avec des mandats. Isabella observa tout cela depuis l'appartement-terrasse de Lorenzo, à la fois fascinée et terrifiée par l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché. La SEC agit vite, rapporta Marco lors d'une réunion dans le bureau de Lorenzo, tandis qu'Isabella écoutait discrètement dans un coin. Ils qualifient cela de l'une des plus importantes fraudes corporatives de l'année. Richard Ashford a déjà retenu les services d'avocat. Et Marcus ? Demanda Lorenzo. Il tente de se dissocier de son père, affirmant ignorer tout des irrégularités financières. Marco esquissa un sourire. Personne n'y croit. Lorenzo hocha la tête, satisfait. Quant à nos contrats, les trois années qu'ils avaient annulés, nous les avons récupérés, et même deux de plus. Il semblerait que personne ne veuille plus faire affaire avec les Ashford, et que tout le monde veuille être ami avec l'homme qui les a fait tomber. Après le départ de Marco, Isabella prit enfin la parole. « Vous les avez vraiment anéantis. Je les ai exposés, » corrigea Lorenzo. « Ils se sont détruits eux-mêmes il y a des années avec leur cupidité. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le voie. Ce n'est pas seulement une stratégie commerciale, c'est la guerre. »« Oui, » répondit Lorenzo, sans s'excuser. « Ça l'est. » Le téléphone d'Isabella, le modèle jetable que Lorenzo lui avait donné, vibra. Elle regarda l'écran et se figea. « C'est des avocats de Richard Ashford. » Lorenzo se rapprocha, lisant par-dessus son épaule. Le courriel était formel, glacial, et exactement ce qu'ils attendaient. « Au nom de la famille Ashford, nous retirons par la présente toutes les réclamations contre Isabella Marlowe concernant la dette de Robert Marlowe, décédé. De plus, nous retirons toute action en justice concernant l'accord de mariage annulé entre Isabella Marlowe et Marcus Ashford. Mademoiselle Marlowe est libérée de toutes obligations, financières ou autres. Cette affaire est close. » Isabella lut le message trois fois. « C'est fini, confirma Lorenzo.
Elle aurait dû ressentir un soulagement, de la joie, la victoire. Au lieu de cela, elle se sentit vide, comme si elle avait couru si longtemps que s'arrêter lui semblait étrange. « Et mon oncle ?» demanda-t-elle. « Thomas s'en est déjà occupé, » répondit Lorenzo, lui tendant un autre document. « Vos avocats ont déposé une ordonnance restrictive basée sur la tentative d'enlèvement. Il a été averti que tout contact futur entraînerait des poursuites. Et avec les Ashford hors jeu, il n'a aucun moyen de réclamer les biens de votre famille. »« Alors, je suis libre, » prononça Isabella, évaluant le poids de ses mots. « Vraiment libre. Vous êtes libre. » Isabella se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui avait été sa prison et son refuge. « Merci. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci pour tout. » De rien, elle se tourna vers lui. « Que se passe-t-il maintenant ?» Lorenzo resta silencieux un instant. « Que voulez-vous qu'il se passe ?»« Je ne sais pas, » rit Isabella d'une voix mal assurée. « J'ai passé tellement de temps à fuir, à me cacher ou à me battre. Je n'ai pas réfléchi à ce qui vient après. »« Vous pouvez rester ici, » proposa Lorenzo. « Aussi longtemps que vous en aurez besoin. Sophia vous adore. Madame Chun dit que vous êtes la seule personne à pouvoir convaincre l'enfant de manger des légumes. » Isabella sourit à cette remarque. « Je ne peux pas rester ici éternellement, Lorenzo. »« Pourquoi pas ?» Elle lutta pour trouver les mots. « Parce que c'est votre monde, votre maison, votre vie, et je dois trouver la mienne. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire cela ici ? Je pense que si je reste trop longtemps, je ferai partie de votre organisation, de votre monde, et je ne saurai jamais qui je suis en dehors de cela. » Isabella se rapprocha de lui. « Vous m'avez sauvé, protégé et rendu ma liberté, mais je ne peux pas échanger une forme de dépendance contre une autre. » L'expression de Lorenzo restait impénétrable. « Alors, vous partez ? Je trouve ma propre voie, » corrigea Isabella. « Cela ne signifie pas que je suis ingrate, ou que je ne... » Elle hésita, ne sachant comment terminer cette phrase. « Ne quoi ?» « Elle ne tient pas à vous, » avoua-t-elle doucement, « et à Sophia, et même au grincheux Anthony, mais je dois me tenir debout seul, bâtir quelque chose qui m'appartienne. » Lorenzo resta silencieux un long moment, puis il hocha lentement la tête. « Je comprends. »« Vraiment ? » ?»« Ma sœur, » dit Lorenzo doucement. « Quand elle a quitté son mari, elle a voulu rester avec moi pour toujours, se cacher sous ma protection. Mais je lui ai dit la même chose. Tu dois trouver ta propre force, pas seulement emprunter la mienne. Au début, elle m'a détesté pour ça. Mais finalement, elle a su construire une vie dont elle était fière, indépendante, forte, la sienne, même si c'était difficile. Surtout parce que c'était difficile. » Lorenzo se dirigea vers son bureau et en sortit un dossier. « C'est pourquoi j'ai demandé à mes avocats de préparer ceci. » Isabella prit le dossier, confuse. À l'intérieur se trouvaient plein des documents, des titres de propriété, des informations de compte, des papiers légaux. Qu'est-ce que c'est ? Les actifs restants de votre famille, ceux que votre oncle essayait de voler. Les avocats les ont sécurisés. Lorenzo désigna des documents spécifiques. L'entrepôt à Brooklyn, les licences d'importation que votre père détenait. Environ 2 200 000 de dollars en compte recouvrable. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un début. Les mains d'Isabella tremblèrent. « Lorenzo, c'est trop. C'est à vous. Ça l'a toujours été. J'ai juste fait en sorte que vous le récupériez. » Il sortit un autre document. « Et ceci est un contrat de consultant. Plusieurs de mes entreprises légitimes ont besoin de quelqu'un avec votre expérience dans l'art et les importations. 6, mois, bon salaire, sans engagement. Après cela, vous pourrez décider si vous voulez rester ou créer votre propre entreprise. Pourquoi faites-vous cela ? » « Parce que la liberté sans ressources, ce n'est pas vraiment la liberté, » répondit Lorenzo simplement. « Vous avez besoin d'une base sur laquelle construire. Cela vous la donne. » Isabella sentit des larmes monter. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous y réfléchirez. Dites que vous envisagerez que partir ne signifie pas forcément disparaître. » La voix de Lorenzo était prudente, contrôlée. « Dites que vous reviendrez dîner parfois, car Sophia serait bouleversée si vous disparaissiez complètement. »« Juste Sophia ?» demanda Isabella doucement. Lorenzo soutint son regard. « Non, pas juste Sophia. L'air entre eux était chargé de tout ce qu'ils ne disaient pas, tout ce qui était compliqué, impossible et réel. « J'ai besoin de temps, » dit Isabella, « pour comprendre qui je suis quand je ne suis pas en train de fuir, de me cacher ou d'être protégée. Je sais, mais je ne disparais pas, je le promets. » Elle posa le dossier et se rapprocha de lui. « Vous m'avez rendu ma vie, Lorenzo. Le moins que je puisse faire est de vous montrer ce que j'en ferai. » « Est-ce tout ce que j'obtiens ?» Sa voix était basse, prudente. « Pour l'instant. »
Isabella leva la main et l'embrassa sur la joue, laissant sa main s'attarder sur sa mâchoire. Demandez-moi à nouveau dans 6 mois, quand je serai sur mes 2 doigts et pieds. C'est un long délai. Alors, je suppose que vous devrez être patiente, sourit-elle. Et cette fois, son sourire atteignit ses yeux. On dit que vous êtes très douée en stratégie et en planification à long terme. Je suis meilleure pour obtenir ce que je veux. Alors, prouvez-le. Isabella recula, créant une distance entre eux, même si tout en elle voulait rester près. Prouvez que ce n'est pas une question de contrôle, de possession ou de levier. Prouvez que vous pouvez me laisser partir et me faire confiance pour que je revienne. Lorenzo la regarda longuement. Et Isabella vit la bataille qui se déroulait derrière ses yeux. La partie de lui qui avait l'habitude de tout contrôler, luttant avec la partie qui comprenait ce dont elle avait besoin. Finalement, il hocha la tête. 6 mois. 6 mois, acquiesça Isabella. Elle quitta son bureau et alla dire au revoir à Sofia, qui pleura et fit promettre à Isabella de lui rendre visite chaque semaine. Madame Chun lui prépara suffisamment de nourriture pour une semaine. Même Anthony lui serra la main avec réticence et lui dit qu'elle avait de bons instincts pour quelqu'un qui n'avait pas grandi dans ce milieu. Lorenzo fit accompagner Isabella par Vincent jusqu'à un appartement meublé, modeste, sûr, le sien. Les papiers étaient déjà à son nom, alors qu'Isabella se tenait dans sa nouvelle maison, petite, vide, pleine de possibilités. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, l'espoir, non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle avait contribué à se sauver elle-même, et pour la première fois de sa vie, l'avenir lui appartenait. 5 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabella avait quitté l'appartement terrasse de Lorenzo. 5 mois à bâtir sa propre entreprise de conseil, à gérer les biens récupérés de sa famille, à prendre des décisions entièrement siennes. Elle avait embauché 3 employés, sécurisé 4, quitté clients majeurs et emménagé dans un appartement plus grand qu'elle avait décoré elle-même. Elle avait dîné avec Sofia tous les dimanches, enseignant à la petite fille à peindre et écoutant ses récits scolaires. Elle avait même accepté à contre-cœur les conseils d'Anthony pour négocier son premier contrat majeur, des conseils qui lui avaient fait économiser 20 000 dollars. Et elle avait vu Lorenzo, pas souvent, pas autant qu'une partie d'elle le désirait, mais suffisamment pour savoir que ce qu'elle ressentait pour lui n'avait pas faibli avec la distance. Ce sentiment, loin de s'atténuer, s'était intensifié. Ce soir, Isabelle se tenait sur le quai de la gare, l'endroit même où tout avait commencé, le même vide nocturne, le même grésillement des lumières fluorescentes au-dessus d'elle, le même tableau des départs, affichant des destinations mouvantes, tout était identique, à l'exception d'elle-même. Elle ne portait plus une robe de mariée sous son manteau, ne fuyait plus et n'était plus en proie à la peur. Désormais, elle faisait un choix. « Je me demandais si tu viendrais vraiment », dit Lorenzo en s'approchant, les mains dans les poches. Il était vêtu d'un jean foncé et d'une veste en cuir, bien loin de ses habituels costumes. Il paraissait plus jeune, moins sur ses gardes. « Tu as eu mon message », répondit Isabelle. Un texto mystérieux me disant « Rendez-vous à la gare, minuit ». Comment aurais-je pu résister? Lorenzo s'arrêta à quelques pas, scrutant son visage. « Tu as l'air bien, heureuse ?»« Oui, » affirma-t-elle sincèrement. « Mon entreprise se porte à merveille. J'ai décroché un contrat avec un musée de Boston pour une collection sur la Renaissance italienne. 6 chiffres. J'ai entendu Antoine en parler. Il a fait semblant de ne pas être impressionné, ce qui signifie qu'il l'était énormément. » Isabelle sourit. « Comment va Sofia? Tu lui manques? Elle m'a fait promettre de te demander quand tu reviendrais dîner. Ce dimanche? Je ne manquerai cela pour rien au monde. »« Et toi ?» demanda doucement Lorenzo. « Qu'est-ce qui te manque ?» Isabelle retint son souffle. C'était l'instant qu'elle avait préparé pendant 5 mois. Beaucoup de choses. La cuisine de Madame Chen, le rire de Sofia, la vue depuis ton penthouse. Elle marqua une pause. « Toi ?» Lorenzo fit un pas en avant. « Ça fait 5 mois, 2 semaines et 3 jours. Mais qui compte, n'est-ce pas ? Toi, répliqua-t-elle, chaque instant. Sa voix était rauque. Tu m'as demandé de prouver que je pouvais te laisser partir, que je te faisais confiance pour revenir. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Plus difficile que d'affronter les Ashford, infiniment plus. Lorenzo se rapprocha encore. Avec eux, au moins, je pouvais agir, me battre, élaborer une stratégie. Avec toi, tout ce que je pouvais faire,
C'était attendre et espérer que ce que nous avions était suffisamment réel pour résister à la distance. C'était réel, dit Isabelle doucement. C'est réel. Mais j'avais besoin de savoir que je pouvais me tenir seul, que je te choisissais parce que je le voulais, pas parce que j'en avais besoin. Et maintenant, je sais qui je suis sans toi. Isabelle réduisit la distance qui les séparait. Ce qui signifie que je peux enfin savoir qui je suis avec toi. La main de Lorenzo vint caresser son visage, son pouce effleurant sa joue. Tu es sûr? Parce que mon monde est compliqué, dangereux, gris d'une manière qui pourrait ne jamais être totalement propre. Je connais ton monde. J'y ai vécu. Isabelle posa sa main sur la sienne. Mais j'ai aussi vu qui tu es. Protecteur, loyal. Quelqu'un qui tient ses promesses et se bat pour les gens qui lui sont chers. Quelqu'un qui m'a laissé partir quand je l'ai demandé, même si cela t'a coûté. Ça m'a tout coûté, admit Lorenzo. Ces derniers mois sans toi étaient-ils nécessaires, compléta Isabelle pour eux deux, mais ils sont terminés maintenant. Un train entra en gare, le même service de nuit vers Chicago. Les portes s'ouvrirent, la tente planait. Isabelle y jeta un coup d'œil, puis reporta son regard sur Lorenzo. La dernière fois que j'étais ici, je fuyais une vie dont je ne voulais pas, vers un inconnu qui me terrifiait. J'ai pris ce train par désespoir, et maintenant, je suis exactement là où je veux être. Isabelle passa ses bras autour de son cou. Je ne fuis plus, Lorenzo, j'ai choisi, je te choisis. Ce nous. Les bras de Lorenzo se serrèrent autour de sa taille, la rapprochant. Tu es sûr? Parce qu'une fois que tu auras fait ce choix, je ne te laisserai plus jamais partir. Bien, dit Isabelle, parce que je ne compte pas partir. Il l'embrassa alors, un baiser tendre, lent, empreint de 5 mois d'attente, de tout ce qu'ils avaient traversé, la peur, les querelles, les jeux stratégiques qui étaient devenus une réalité palpable. Les portes du train se refermèrent, le moteur fredonna, et il quitta le quai en direction de Chicago, sans eux. Quand ils se séparèrent enfin, Lorenzo posa son front contre le sien. « Je t'aime. J'ai essayé de ne pas le dire, d'essayer de te laisser de l'espace, mais je t'aime. »« Je sais, » sourit Isabelle. « Je le savais depuis longtemps, probablement depuis que tu m'as rendu les biens de ma famille et que tu n'as rien demandé en retour. J'aurais dû le dire à ce moment-là. Non, le timing devait être juste, je devais être prête à l'entendre. » Isabelle l'embrassa à nouveau, bref et doux. « Je t'aime aussi, même si tu es autoritaire et surprotecteur, et que tu vis dans un monde moralement ambigu qui me fait encore peur parfois. Je peux travailler sur la partie autoritaire. N'y pense même pas. Sophia a besoin de quelqu'un pour la faire manger des légumes. » Lorenzo rit, un son riche et authentique. « Alors, que se passe-t-il maintenant? » « Maintenant ?» Isabelle prit sa main. « Maintenant, nous rentrons à la maison. On dîne dimanche avec Sophia. On bâtit quelque chose ensemble. Peut-être un partenariat commercial. Peut-être quelque chose de plus intime. On le découvre au fur et à mesure. Ce n'est pas vraiment un plan. J'apprends que les meilleures choses de la vie ne proviennent pas de plans. » Isabelle serra sa main. « Elles proviennent de trains de minuit, de choix désespérés et d'hommes dangereux qui, finalement, ont un cœur. Attention, tu vas ruiner ma réputation. » « En haut, ta réputation peut le supporter. » Ils sortirent de la gare ensemble, laissant derrière eux le lieu où tout avait commencé, où une jeune femme en fuite s'était effondrée sur un siège à côté d'un inconnu, changeant sans le savoir leur vie à jamais. Ce qui avait débuté comme une évasion était devenu une stratégie. La stratégie s'était transformée en protection. La protection était devenue confiance. Et la confiance était enfin devenue amour. Isabella Marlowe ne fuyait plus sa vie. Elle courait vers elle, vers un avenir qu'elle choisissait avec un homme qui avait prouvé qu'il pouvait être à la fois son partenaire et son égal. La gare de minuit s'éloignait derrière eux, tandis qu'ils roulaient dans la nuit de Chicago. Mais Isabelle savait qu'elle ne l'oublierait jamais. N'oublierait jamais l'instant où son ancienne vie s'était achevée et où sa nouvelle vie avait commencé. Non par une fin, mais par un choix.